Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter avec Tia de Girls.game, qui est en fait une superbe créatrice de contenu. Donc, bonjour Tia. Salut Elsa, merci pour ton invitation, pour ta persévérance. Ça fait plaisir. On parle de cette persévérance. Ça a été difficile de réussir à trouver un horaire qui nous convenait à toutes les deux. Je pense que justement, de ton côté, tu as un horaire de vie très chargé. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps, de prendre le temps aujourd'hui de discuter avec moi. Justement, parlant d'horaire chargé, de création de contenu, de ton côté, c'est quoi un peu ton profil de joueuse en ce moment? Pour l'instant, je joue vraiment très peu, malheureusement pas autant que ce que je voudrais parce que je suis la joueuse elle qui va jouer avec des amis dans des soirées jeux, inviter des gens, etc. Donc je joue un peu à la maison. J'ai eu la chance d'être en couple avec quelqu'un qui est très 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 gamer, donc ça va, on arrive à se motiver. Yes. C'est plus sympa quand tu peux partager comme ça avec un groupe d'amis. Mais bon, là par exemple, on est en train de faire Pandémie Legacy saison 0 et on est... Donc ça, c'est bien. OK, super. Donc, tu as cette chance-là, et je me permets de le nommer une chance parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette chance-là. Mais tu as une chance d'avoir un conjoint qui aime autant que toi les jeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on en discutait juste avant le début de l'interview. Hein, la raison principale du grand succès des jeux solo, je pense, en ce moment, c'est effectivement le fait d'être tout seul chez soi et de pas forcément avoir quelqu'un qui partage la même passion. Et après, voilà, moi je suis pas une fan de foot. Si Alex aimait le foot, je viendrais une fois de temps en temps un match avec lui pour lui faire plaisir, mais c'est sûr que je ferais pas ça une fois par semaine, ça me saoulerait. Donc je comprends que les gens soient pas toujours enclins à partager absolument toutes les mêmes passions. Effectivement. Donc, en ce moment, j'en comprends. De ton côté, c'est moins des jeux solo, c'est plus des jeux coopératifs ou duo que tu peux jouer. Et avant le confinement, avant toute la pandémie, j'en comprends que tu étais plus une joueuse de groupe. Oui, clairement. J'ai pas spécialement de club de jeu, mais parfois j'aime bien faire des soirées jeux dans tu sais, des bars à jeux qui sont dédiés à ça. Surtout qu'en plus à Bruxelles, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'initiatives de gens. Ça c'est bien parce que tu as plein de styles de bars à jeux différents. Ça va du truc très épuré avec pas de déco du tout, mais où tu as 600 jeux et des gens experts qui vont tout expliquer, jusqu'au restaurant où tu manges ultra bien. Ils ont quelques jeux de société, mais c'est plus du jeu d'ambiance et tu y vas surtout parce que tu sais que tu manges bien. Et d'ailleurs, c'est des Québécois qui ont fait ce Ah restaurant. oui? Oui. Ah, OK. Est-ce que tu te souviens du nom du restaurant? Ça, je trouve ça intriguant. Ouais, ça s'appelle La Loc. Il y en a un à Lille et il y en a un à Bruxelles. Et alors, du coup, ils ont fait aussi leur spécialité avec des poutines déclinées dans le style. Mais Donc, oui. OK, et c'est intéressant. Donc, on voit, tu sais, mine de rien que les jeux de société, c'est international, puis ça voyage, genre, vraiment, cette passion-là. Bon, en fait, je pense qu'on est un bon exemple en ce moment. De Québec à Bruxelles. OK. Donc, j'en comprends que vraiment, un de tes plaisirs, c'était d'aller dans ces restaurants ou ces restos-bars de jeux de société, là. OK. oui, c'est parce que le truc, c'est que j'aime bien faire des très gros jeux de société. Je suis aussi amatrice de jeux de rôle, donc les parties longues de jeux, ça me dérange pas. De temps en temps, je me dis, allez, on va faire un dimanche, on va enchaîner deux scénarios de Descent ou du Gloomhaven ou des trucs vraiment très exigeants. Mais là où je m'amuse le plus, sans mentir, c'est quand, oui, j'ai vraiment l'occasion de boire et manger, que j'ai rien d'autre à faire que de m'installer, commander. Si en plus il y a un animateur qui peut expliquer le jeu, j'aime vraiment bien cette ambiance-là, en fait. Je trouve que c'est à la fois très chouette à partager, puis c'est un moment de détente, parce que quand tu organises des jeux chez toi et après tu dois ranger ton jeu, faire la vaisselle, dire au revoir à tes amis, te coucher. Effectivement. Surtout avec Gloomhaven, où est-ce que la préparation du jeu prend un certain temps.
Donc, oui, oui, mais c'est vrai, effectivement. Donc, quand quelqu'un est là pour aider à préparer le matériel et en plus, quand quelqu'un pour nous expliquer le jeu et qu'on n'a pas besoin de lire le livret au complet, ça rajoute un petit quelque chose de plus. On peut vraiment lâcher prise et être dans le plaisir. Ah oui, oui, clairement, c'est pour ça aussi que je pense que les festivals de jeux étaient un aussi bon endroit pour découvrir de nouveaux jeux. C'est que Mm. vraiment, la majorité du temps, bon, évidemment, tu as toujours des déconvenus, mais la majorité du temps, c'est des animateurs qui sont formés, qui connaissent bien les règles du jeu, t'es peut-être la 60e personne qui va jouer sur la journée, mais tu vois qu'ils mettent toujours de l'énergie et essaient de t'expliquer, t'impliquer Mm. dans le jeu. Voilà. Tu peux essayer plein de jeux sur la même journée. Enfin, moi, j'adore l'ambiance festival, c'est un truc qui manque énormément. C'est quelque chose. Ouais. Je suis plutôt un profil d'introverti, mais j'adore les festivals parce que ça me permet d'expérimenter ce côté très besoin de contact, mais que Mm. pas normalement. Et donc, oui, j'adore ça, rencontrer plein de gens, voir plein de nouveautés, prendre des photos, dire bonjour à des gens que tu vois peut-être une ou deux fois sur l'année que dans ce contexte-là. Et c'est vrai que l'année 2020 a été extrêmement difficile pour ça parce que, mis à part le Festival de Cannes, il n'y a plus rien eu depuis, en Europe en tout cas. Mm. Oui, effectivement, toutes les conventions, tous les festivals, les événements vraiment publics associés aux jeux de société ont été mis sur pause ou ont été transformés en ligne, mais tu sais, c'est pas la même chose non plus en ligne à distance, hein. OK. Donc oui, ça c'est un peu un deuil temporaire, on l'espère, on croise les doigts, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et là, j'en comprends de ce que tu nommes que ça fait quand même plusieurs années là, que tu joues aux jeux de société. C'est pas récent. Non, je suis pas une joueuse, sur le tard, hein. J'ai commencé à jouer, j'avais 21 ans ou 22 ans, je pense. Je venais d'arriver à Bruxelles. Je sortais avec un type qui m'a un peu initiée aux jeux de société, aux jeux de rôle et cetera et puis j'ai commencé à fréquenter le club de jeux. Là, par contre, à l'époque, j'allais régulièrement au même endroit tous les mardis, on jouait, on faisait que des gros jeux, des amateurs d'Eurogame, donc moi, j'ai commencé mes premières armes Puerto Rico, Megawatt, ce genre de trucs-là, donc c'était vraiment rigolo parce que c'était un type de jeu très particulier et puis, au fur et à mesure, bah, voilà, mon chemin a changé. J'ai commencé à travailler dans des magasins de jeux. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à plein de choses différentes. Et là, j'ai découvert d'autres jeux, des jeux plus narratifs, des trucs qui racontent des histoires, des jeux d'exploration, le jeu de rôle vraiment en profondeur, le jeu de rôle grandeur nature aussi. Donc, Oh oui. tout ça. Euh, Jusqu'au point où je me suis vraiment tellement investie dans le truc que ces 10 dernières années, bah, je peux me faire un CV ludique avec tout ce que j'ai pu faire. Ça va de l'animation jusqu'à responsable événementiel chez Repos Productions ou même organiser le plus gros Maslarp de Belgique 2 années de suite. Donc voilà. OK, quand même. Puis est-ce qu'au départ, c'était la profession que tu voulais faire, que tu t'es orientée vers ce cheminement-là professionnel ou ça s'est adonné comme ça? Mais en fait, l'ironie, c'est que quand j'étais enfant et ado, je jouais pas du tout aux jeux de société. Enfin, très occasionnellement, avec la famille, on a forcément fait un Monopoly ou un Yahtzee, mais c'est pas dans les de ma famille. Mon père jouait beaucoup aux échecs, donc j'ai énormément joué quand j'étais petite. Mais c'est tout. Avec mes sœurs, par exemple, on jouait pas, on se disputait tout le temps, c'était atroce. Donc, j'étais une joueuse solo de jeux vidéo. Moi, je jouais énormément aux jeux vidéo et c'était vraiment ça ma grosse accroche pendant toute mon adolescence et une partie de mon enfance. Et c'est vraiment après que ça s'est converti avec les jeux de société parce que tu veux jouer à un jeu vidéo, tu es tout le temps obligé d'acheter un truc qui va te coûter 60-80 € pour le finir en 20 heures. Et puis voilà, Mmh. avec le jeu, il y avait un truc où tu te réunis dans une salle, chaque semaine, il y a quelqu'un qui t'apporte un nouveau jeu, on t'explique les règles, etc. Tu partages un moment avec les gens, donc c'était très différent. Et c'est ce truc, je pense, surtout social, en fait, qui m'a accroché dans la passion parce que ça aurait pu, je sais pas, moi, ça aurait pu être la bande dessinée ou le crochet. C'est pas Mmh. social. Tu vois, ça aurait pu être n'importe quoi. Je pense que c'était vraiment le contact avec les gens dont vraiment je me suis le plus nourrie et qui était le plus intéressant. Donc oui, ça fait que 10 ans vraiment que je suis là-dedans à fond. Et la profession en soi m'intéressait pas, mais comme j'étais à Bruxelles et que je cherchais un boulot et que j'aimais bien les jeux de société, dans le club de jeux que je fréquentais, j'ai un ami qui m'a dit «Oh, va voir Marcus à l'entrejeu, il a peut-être besoin de quelqu'un, je pense qu'il a besoin d'engager une personne». J'y suis allée au culot et la semaine d'après, je travaillais là-bas. Donc, et c'est là que ça a commencé OK. vraiment. Plein de petites boutiques les unes après les autres.
OK, donc c'est vraiment un peu le hasard des choses ou le réseautage, en fait, qui t'a permis d'avoir un premier emploi dans une boutique de jeux et là, graduellement, j'en comprends que tu as travaillé dans plusieurs boutiques. Ouais, c'est ça. Et à un moment, je me suis vraiment pas lassée du côté boutique parce que j'aime bien le contact avec les clients. Ça me dérange pas de travailler le samedi, etc. Mais j'ai eu envie d'explorer plus en avant le truc. Et quand j'ai entendu dire qu'ils cherchaient justement chez RepoProd quelqu'un pour s'occuper de l'événementiel, je me suis dit, j'ai de l'expérience dans le domaine via le jeu de rôle grandeur nature. Donc Mmh. peut-être que si professionnellement, j'ai pas de qualification, que je pourrais valoriser d'une certaine manière. Et effectivement, bah, ça leur a plu, surtout qu'en plus, c'était eux-mêmes d'anciens rôlistes et anciens joueurs de jeux de nature. Donc, ils ont cru en moi, ils m'ont engagé, etc. Je suis pas restée longtemps, j'ai fait 1 an et demi là-bas, mais c'était déjà l'occasion d'expérimenter vraiment plein de choses différentes, tu vois, de dire, bah, organiser la présence d'un éditeur pareil sur le salon de SF, quand tu sais que c'est l'année de la sortie de Seven Wonders Duel, bah, c'est quelque Mmh. OK, quand même. Et là, c'est intéressant. Je pense que tu as nommé que tu as été impliquée dans les grandeurs nature. J'en comprends que tu étais sur les comités organisationnels. OK, super. Je connais quelques grandeurs nature au Québec, mais chose. en Europe, c'est quoi, disons, les grandeurs nature? Il doit y en avoir beaucoup, mais ceux que tu connais. Mais d'ailleurs, chez vous, il y a un site de grandeur nature permanent, Bicoline, qui a été fondé par un Ouais. Belge. Donc ça, c'est assez Ah! rigolo. OK. Oui. Je savais pas. Mais je connais Bicoline, mais. Ben voilà. Ah non, en Europe, il y a ConQuest qui est le plus connu. C'est un jeu en Allemagne où tu as 7000 participants. Donc c'est vraiment un truc assez énorme. T'en as quelques-uns en France, mais je les connais pas bien. Moi, celui que j'organisais en Belgique, ça s'appelait Avatar. Et à sa belle époque, on avait 1500 participants. Donc c'est pas rien du tout. Mmh. Euh, Surtout que on était une équipe organisationnelle, donc on se partageait un petit peu le travail de communication, tout ce qui allait être inscription informatique, scénarisation. Moi, par exemple, je m'occupais pas du tout de la scénarisation parce que c'était pas ce que je voulais explorer. Moi, j'aimais bien le côté vraiment plus et c'était vraiment très très intéressant. Mais voilà, c'est un travail bénévole, donc ça Ah veut oui. dire en plus, à cette époque, c'était hyper compliqué. J'avais repris des études temporairement. J'organisais ce truc-là. Je cherchais aussi un petit boulot pour me mettre un peu de côté. Donc, j'avais 3 jobs en même temps. C'était infernal comme rythme. Donc, à un moment, je me suis dit, bah, OK, j'ai fait pendant des années, tu sais, tu es au desk, juste tu mets les bracelets aux joueurs en disant, OK, machin est venu s'inscrire, il est venu chercher sa place. Et puis après, Mmh. j'ai envie de voir un peu plus. Donc, je vais gérer le desk et puis après, je vais passer à la com, etc. Donc, c'était vraiment bien. Mais aussi bizarre que ça paraisse, c'est mes premières expériences avec les médias. Donc, avec la radio, la télévision, parce qu'évidemment, chaque fois, ils viennent filmer ça. C'est un peu l'événement annuel. Tu sais, en été, il se passe rien. Donc, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ben, on va faire passer en zi. Donc, Mmh. voilà, mes premières expériences à expliquer ce que c'est le jeu de rôle. Non, c'est pas des fous furieux qui prennent de la drogue et qui se prennent pour des assassins la nuit. C'est des gens normaux, Jean-Michel comptable, Christine médecin et Didier chômeur et tout le monde est égal, quoi. Mais oui, oui, oui. Je me souviens que dans mes premières expériences de grandeur nature, c'est ça que j'avais observé puis que je trouvais magnifique. C'est beau à voir, tu sais, justement, il y a des gens qui étaient comptables, il y a du monde qui était étudiant, il y a des gens de tout âge aussi. C'est pas juste des jeunes ados, justement, Non, furieux non, de la c'est ça vie vraiment. ou. En fait, Donc, ça va vraiment couvrir toutes les couches de la population et tous les milieux mmh. sociaux, en fait, même avec ces derniers temps, un truc très beau que j'observais, que j'aime beaucoup, même si je fais pratiquement plus du tout de grandeur nature, c'est les places solidaires, tu vois, en disant bah, j'accepte de payer 5 euros de plus ma place pour que quelqu'un qui ait moins les moyens paye sa place moins Ah, cher, tu vois. Donc, c'est un truc qui se fait pas partout, mais qui existe dans de plus en plus d'initiatives et que bah, voilà, je trouve ça très très bien. Donc, mais oui, Avatar, c'était génial, c'était un truc très bourrin. Alors, on peut se vanter d'avoir fait des scénarios, etc. Mais en réalité, c'est surtout un endroit où tu étais content de retrouver tes amis, de passer 4 jours en costume, à manger dans plein d'auberges différentes. Il y avait même des camps pour mettre les enfants qui étaient animés par des animateurs pendant tout le week-end. On leur construisait des araignées géantes, comme ça ils avaient leurs propres aventures et ils n'étaient pas oh, dans la wow! et tout. Donc, très très chouette. OK, c'est magnifique. Mais c'est vrai, 1 500, c'est quand même, tu sais, assez de gens pour offrir aussi des services adaptés. OK.
Je pense que le plus gros que j'ai été, non, c'était peut-être 500 personnes. J'ai jamais été un gros, gros, gros. Moi, encore une fois, je croise les doigts, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années. En ce moment, bon, c'est tout mis sur pause, mais je trouve ça vraiment intéressant. Les grandeurs nature, c'est quelque chose de très qui a été très important personnellement dans ma vie pour rencontrer des bons amis. Il y a des gens qui sont dans mes meilleurs amis maintenant que j'ai rencontrés dans des grandeurs nature, de permettre de vivre sa créativité, de tout ce qui est la personnification, tout ce que le petit côté créatif et théâtral qu'on met pas nécessairement de l'avant dans la vie de tous les jours. Ah oui, oui, c'est un super Ouais. outil. En plus, je pense pour tout ce qui est expression personnelle, les gens qui savent pas forcément raconter une histoire ou jouer un rôle, Mmh. bah, le grandeur nature fait que comme le jeu de rôle sur table, t'as pas la pression de la performance. Tu peux vraiment faire, essayer ce que tu veux, jouer ce que tu veux, être un empereur ou être un mendiant, être un assassin. Tu inventes vraiment ta personnalité au fur et à mesure de ton rôle. Donc ça aussi, c'est enfin, et je comprends ce que tu dis par rapport aux amis. Moi aussi, beaucoup de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés via ce média-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul grandeur nature que je fais. Un tout petit, en plus, 80 personnes, un truc très obscur, Oh! mais, euh, mais avec un scénario tellement incroyable que je peux jamais le louper. Mais par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai senti aussi le besoin de partir pour pas avoir l'impression de tourner en vase clos. Tu vois, il y a un truc, je trouve, avec les milieux hors normes, que ce soit jeux de société, jeux de rôle ou théâtre, tu prends n'importe quel milieu qui est un petit peu différent, tu Mmh. vas voir les mêmes personnes, refaire les mêmes choses, discuter des mêmes choses à chaque fois. Et au bout d'un moment, bah, tu as trouvé tes amis et tu peut-être pas envie de retomber systématiquement dans la même discussion quand tu es au bar. Et tu te souviens, Avatar 2004, on faisait machin tout. Voilà quoi. Mmh. Effectivement. C'est de trouver cet équilibre-là aussi entre, explorer de nouvelles choses, mais à un moment donné, il faut aussi un peu de stabilité, mais pas tomber non plus dans tu à chaque année pendant 10 ans, faire toujours la même chose. Il y a des personnes que ça leur convient, mais généralement, trouver l'équilibre entre les 2, c'est ce qui nous permet plus de se développer comme personne. Mais c'est ça, en fait, je pense aussi, c'est enfin, à quel point ces passions, qu'elles soient temporaires ou vraiment longue durée, à quel point elles te nourrissent, en fait, et à Ouais. quel point tu peux aussi suffisamment prendre du recul pour te dire, qu'est-ce que ça m'apporte encore aujourd'hui, mon temps d'investissement, prendre un week-end de congé, acheter une armure à 300 euros, devoir réfléchir à un personnage, me casser la tête pour envoyer des mails, pour créer une faction, enfin, Mmh. dynamiser un groupe, l'énergie, et cetera, que tu mets dedans, est-ce que finalement tu t'amuses autant que ça? Bah, au fur et à mesure, tu as un peu le truc du c'est pas qu'on vieillit, mais c'est que, ouais, on se désillusionne un peu et puis on fait: «OK, ça va». Enfin, tu vois, c'est comme, les Mmh. les jeux de société. Moi, je suis encore malgré la période, je suis encore dans cette phase d'illusion, tu vois? De me dire: «Ah, c'est incroyable, les gens sont sympathiques, et cetera». Je suis pas naïve parce que je sais aussi il y a des mauvaises rencontres, il y a des gens où parfois tu dis: «Mais j'aurais préféré ne jamais échanger avec eux sur les réseaux sociaux» ou des expériences négatives, il y en a partout. Mais je suis encore dans cette espèce de lune de miel avec le jeu de société, donc c'est assez rigolo. Oui, c'est ça. Et là, un jeu de société, tu as nommé, ça fait à peu près une dizaine d'années que, tu es plus investie, engagée dans le jeu de société, autant en tant que joueuse, mais aussi, investir un peu plus. C'est comme créatrice de contenu ou comme, une personne qui va partager cette passion. Et je l'ai nommé en début tout à l'heure, tu as créé dans le fond girl.com, .com, excuse-moi, on va reprendre ça. Girls. Attends. Tu as créé girls.game. Et ça fait combien de temps que ça existe? Je sais plus parce que chaque fois que je me pose la question, je me dis: «Tiens, ça fait 3 ou 4 ans». Donc ça fait 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, vraiment de manière pas du tout ambitieuse comme tout le monde. Tu fais une photo de ta partie de jeu, tu mets un commentaire en anglais et en français sur Instagram parce que comme ça tout le monde te comprend. Oui. Tu lâches quelques hashtags qui marchent bien et puis, voilà, tu vois? Ce truc vivait de tout seul, en fait, mais sans j'avais pas de vue dessus, j'avais pas, de projet par rapport à ça. C'était vraiment le côté juste, bah, je partage mes parties de jeux de société avec qui a envie de voir et j'ai une de mes meilleures amies qui est photographe professionnelle, donc elle fait vraiment de la photo artistique, de publicité et cetera, qui a un compte Insta aussi et à un moment, elle a fait un espèce de challenge avec ses amis photographes en disant: «Ben,
une fois par jour, je poste un mot et je vais faire une photo autour de ça. Et j'ai trouvé ce concept Mhm. que j'ai dit, écoute Letty, je vais te suivre là-dedans, mais moi je vais mettre une contrainte supplémentaire. Non seulement c'est une photo, mais en plus avec le mot que tu imposes, et en plus ce sera avec un jeu de société. Et en fait, là, ça a explosé. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des centaines et des centaines de likes et des gens que je connaissais pas qui s'abonnaient, etc. Donc, j'ai chaque fois poussé un peu plus ce concept parce que je me suis rendu compte que les gens aimaient bien voir les photos de jeux, mais un plateau posé, bah, c'est un plateau anonyme. Quand tu as quelqu'un, Mhm. ça te raconte déjà une histoire, tu connais la personne, tu vois son visage et tu as l'impression que tu peux te sentir proche d'elle, en fait. Et parfois, véritablement, il y a des gens via les réseaux qui sont devenus des vrais amis. Donc, tu vois, ça a quand même permis des chouettes rencontres parce qu'en plus, je fais partie de ces gens complètement à la masse qui vont avoir 8000 followers, mais qui vont répondre systématiquement à chacun des messages. Ah. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Mais effectivement, comme je le dis, bah, ça mène à parfois des rencontres incroyables avec certains des meilleurs amis que je connais aujourd'hui qui ont été des rencontres via ça, quoi. Alors qu'à la Mhm. tout ce que je faisais, c'était répondre à un challenge photo un peu rigolo avec de la mise en scène et des jeux de société. OK. Et là, j'en comprends que toi aussi, de ton côté, tu as une passion pour la photographie. Mais tellement, en fait, c'est pas la OK. photographie en soi, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours eu une sensibilité artistique. Je faisais du dessin, de la peinture, des petites bandes Mmh. dessinées de gamine. J'ai fait une école d'art en secondaire. Je suis pas restée longtemps, j'ai fait 2 ans là-bas, mais c'était suffisant pour explorer un côté artistique. Et enfin, tu vois, j'ai un, j'ai un côté couteau suisse, je touche à tout et je finis rien. Donc j'ai fait un peu de musique, un peu de couture, un peu de cosplay. J'ai jamais fait de formation ni audio, ni vidéo, ni maquillage, ni graphisme, ni rien. Mais j'essaye et enfin, je me challenge un peu en disant, bah tiens, on va essayer de faire de la peinture numérique aujourd'hui, etc. Et donc, du coup, ça me permet de développer plein de trucs qui sont pas à proprement parler des qualifications de professionnels, mais qui développent en fait mon esprit artistique au sens large. La photo, ce n'est qu'une des choses que j'aime bien faire parce que ça sert un propos d'expression artistique, mais pas. Tu vois, je serai jamais modèle photo. Même si j'arrêtais demain le jeu de société, jamais il me viendrait à l'idée de me dire ah bah si, bien sûr que j'ai le physique pour être modèle. Enfin, c'est pas moi. Je serai pas make-up artiste non plus. Je serai pas vidéaste, mais tout ça mis bout à bout m'a permis de créer vraiment l'identité Girl Dot Game qui est. Enfin, les gens le voient. Je fais maintenant des vidéos sur les livres ou la bande dessinée, Ouais, etc. ouais. J'analyse mes lectures, j'en parle avec les gens, etc. Parce que ce qui me, ce qui me semble le plus important, c'est pas de faire que du jeu de société, c'est de partager des passions qui sont geek. Est-ce qu'on peut encore parler de geek? Parce que des choses qui sont, tu vois, c'est de la pop culture en fait, c'est Ouais. passé dans le domaine public. Tout le monde connaît les Avengers aujourd'hui, tout le monde a vu les derniers Star Wars, donc c'est pas des choses geeks, c'est vraiment dire, voilà, moi je suis une grande consommatrice de pop culture, jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. Parfois, je fais des lives où bah, je suis comme une animatrice, donc je pose des questions de concept ou de imagine ou codenames. Les gens répondent dans le chat et tout, et donc ça me fait marrer parce que c'est vraiment le côté échange avec un public qui est derrière l'écran, en fait. Oui, c'est ça. C'est que, je discutais de ça avec, d'autres personnes lors de d'autres entrevues, mais il y a un moment donné où on passe du rôle de joueuse, à créatrice de contenu ou à une personne qui va communiquer son savoir et ses expériences. Et là, j'en comprends, c'est vraiment ça à travers aussi ton côté artistique, qui est très exploratrice. J'en comprends, qui aime ça explorer, toucher un peu à tout à travers la créativité. C'est que tu assembles toutes ces connaissances-là et là, tu les partages à travers des choses qui sont très, très innovantes, très originaux, là, comme la photographie, le cosplay. Je voyais tes vidéos. Moi, personnellement, j'adore le cosplay. Donc là, ça rajoute un petit quelque chose de très original et qui est qui vient chercher beaucoup de personnes aussi, soit à travers le médium, la photographie, les costumes, etc. Oui, parce qu'en plus, le truc, c'est que je fais pas une proposition fermée, tu vois. Je dis pas aux gens, mon compte, c'est que sur le maquillage, ou mon compte, c'est que sur les sociétés, ou que sur le cosplay. Enfin, le terme cosplay, mais en vrai, j'en colorie un peu, mais ça va pas plus loin que ça, tu vois. Mais je propose un truc qui est plus global et qui est plus une expérience qui est plaisante visuellement pour ce qui est de ce que je construis sur Instagram. Et pour ce que je fais en vidéo, j'essaye de donner
comment dire, de donner un point de vue sur les jeux, sur la culture geek, je veux dire Mhm. ça, qui serait un point de vue qui peut-être sort un peu des sentiers battus en disant, je vais vous parler d'un jeu, je sais qu'il n'a pas eu de succès, mais moi j'ai bien aimé et j'ai envie de le creuser parce que j'ai envie de vous montrer ce qui m'a plu dedans. Ou j'ai choisi, par exemple, tout le monde a lu Hunger Games, bah, je vous ai sélectionné 4-5 livres que j'ai lus parmi les 15 qui ressemblent à Hunger Games, mais les 5 que je vous propose, ils ont quelque chose de particulier, différent. Et bah, en plus, j'ai la chance d'être avec Alex. Il se met jamais en avant ni sur mes photos ni sur mes vidéos. Il aime pas du tout ça, mais il a une énorme culture générale et donc on réfléchit beaucoup à deux. Lui, il a tout son référentiel parce qu'il est un peu plus âgé que moi. Il joue au jeu de rôle depuis les années 80, tu vois. Donc on en parle et il me dit oui, mais tu sais, tel jeu de rôle, en fait, il y avait déjà une première édition, etc. Ça nous permet de réfléchir à deux. Moi, de côté, lui, il me donne sa connaissance brute, tu vois, et alors finalement, ça devient des points d'ancrage pour moi aussi où, genre, jamais de ma vie, j'aurais, je sais pas moi, écumé le net pour acheter la boîte rouge de Donjons et Dragons, mais maintenant, je l'ai à la maison parce qu'il l'avait. Donc, ça devient quelque chose qui fait partie de ma culture aussi. Et moi, je filtre tout ça pour le retransmettre ensuite à un public qui est peut-être pas aussi geek que ce que lui et moi on peut l'être, ou au contraire qu'il est très fort mais qui est content d'entendre parler de choses qui ressemblent, de choses qui sont différentes. Il faut entendre la petite ref en disant ah tiens la boîte rouge, je sais ce que c'est, mais sauf que c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc vraiment enfin au début c'est un truc qui vient que de moi, mais depuis 1 an et demi il s'investit énormément avec moi et donc du coup ça donne une dynamique encore plus intéressante puisque ça va chercher du référentiel culturel beaucoup plus poussé en fait. OK, c'est intéressant, c'est ça. Il y a l'aspect collaboratif. J'en comprends que de son côté, il y a le bagage culturel et de connaissances ben, que tu sembles toi aussi avoir, mais qui est peut-être un peu plus différent. Et là, vous êtes arrivé à combiner ça ensemble pour un beau travail collaboratif, là. Oui, c'est clair parce que je regarde par exemple, il y a la chaîne de Calawen que je trouve super parce que de plus en plus elle investit son compagnon dedans, ils font des parties films à deux et tout, je trouve ça génial. Moi, je sais qu'Alex, il voudra jamais le faire parce que le côté caméra, vraiment, ça le met pas à l'aise et il se sentirait pas. Tu sais, il a pas une personnalité aussi extravertie, en tout cas de ce que ça paraît de l'extérieur que je peux l'être. Mm. Mais par contre, je réfléchis, tu vois, je me dis, est-ce que je peux faire des collabs? Bah, par exemple, ah tiens, professeur Bourguet m'a demandé si je pouvais faire des vidéos avec lui, bah, je vais lui envoyer des segments. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, d'ailleurs, je devrais m'y remettre. Ou pour les livres, j'ai invité une copine, elle est fan de livres, mais c'est énorme, quoi, c'est presque... elle a fait un blog dessus et tout, donc elle écrit beaucoup sur les bouquins. Et je lui dis, bah, viens, on va faire une vidéo ensemble. Et ça s'est super bien passé, tu vois. J'aime aussi le côté... ce que je fais avec Girl Game, c'est pas un truc fermé qui est concentré sur moi. C'est une association aussi avec des personnes que j'aime bien. Par exemple, la personne qui s'occupe de tout ce qui est mes graphismes, mes bannières, etc., c'est une amie à moi qui est graphiste. Je lui ai proposé 10 000 fois de la payer, mais voilà, j'aime bien travailler avec elle parce que je la trouve talentueuse, intelligente. Elle saisit bien l'esprit de ce que moi j'aime faire pour pouvoir le retranscrire à travers un logo, une bannière, une charte graphique. Voilà, tu vois, c'est vraiment le côté, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai créée et si demain je disparais vivre au fin fond de l'Amazonie, mais que j'ai envie de continuer ma chaîne, je serais toujours capable de la faire. Mais mon vrai plaisir, c'est de profiter de cette notoriété ou en tout cas de la... Oui, si on peut dire notoriété, c'est pas, j'ai pas 1000 abonnés, mais profiter de ça pour dire de mettre en avant d'autres intelligences qui me plaisent aussi et qui correspondent à ce que je suis en fait. Oui, puis je pense que c'est des valeurs qui ressortent beaucoup à travers ta chaîne, dans ce sens qu'on voit qu'il y a des belles collaborations et on voit que tu mets de l'avant plusieurs personnes, justement. Justement, la nouvelle série que tu as sortie par rapport à la littérature, qui est très intéressante. Ça fait très confortable, je trouve. La manière que c'est filmé, ça fait comme petit salon. On peut l'écouter avec une doudou puis un chocolat chaud. C'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est très intéressant parce que justement, ça démontre, tu me nommais un peu tout à l'heure, mais la culture populaire ou la geek, en guillemets, va au-delà aussi des jeux de société, des jeux vidéo, mais c'est tout ce qui touche au divertissement, au ludique, en fait.
Et on peut avoir autant de plaisir à jouer à un jeu de société que jouer à un jeu vidéo, que de lire un bon livre qui nous parle, qui vient nous faire vivre des émotions positives. Oui, et puis Donc, même, je ouais. sais que ça enrichit ton expérience, tu vois, que le jeu de rôle papier The Witcher est sorti. Du coup, moi, j'ai acheté tous les bouquins parce que c'est en même temps pratiquement que la série est sortie sur Netflix. J'ai regardé la série Netflix, j'ai joué aux jeux vidéo sur PS4. Là, je crois que je suis à 150 heures de jeu, quelque chose comme ça. Et j'ai lu le jeu de rôle après. Et ça m'a permis d'avoir plein de petits points de comparaison et de dire, OK, je comprends les liens qu'ils ont voulu faire. Ou au contraire, ah bah, je suis déçue parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez inclus, je sais pas, l'univers ou le personnage ou tel point d'histoire qui est important. Et ces points de référence culturels, je parle d'un exemple qui a été décliné en 4 trucs, et j'ai même pas joué aux jeux de société parce que je sais qu'il y en a un. Mais donc, rien que le fait de savoir, il y a un livre, il y a une série Netflix, il y a machin, etc., je vais picorer un peu dans tout pour pouvoir euh, vraiment faire une comparaison qui est plus poussée. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui vont dire ouais, t'es pas un vrai reviewer ou t'es pas un influenceur si t'as joué seulement 2 fois à Maracaibo avant de faire ton avis. Il faut l'avoir joué 60 fois pour avoir pu explorer de toutes les mécaniques ludiques. Et moi, je fais ah ouais, bah, je sais pas, moi, quand j'ai fini de lire un bouquin ou quand j'ai fini de regarder un film, je me ressens pas le besoin de le relire ou re-regarder 60 fois pour faire un avis qui me semble euh, pas objectif, mais en tout cas qui me semble argumenté. Tu vois, vraiment le background derrière l'expérience ludique globale et geek globale pour dire je pense que mon avis est aussi pertinent que la personne qui a joué 60 fois à Maracaibo mais qui ne sait pas d'où vient le nom du jeu, qui connaît pas l'histoire, qui connaît... Enfin, tu vois, il n'y a pas que le... Et je trouve ça hyper limitant de faire non, c'est que ça, c'est des mécaniques et si tu les as pas toutes faites, alors t'es nul et ton avis vaut rien. Effectivement, puis je trouve ça intéressant parce que dernièrement, je discutais, je sais pas si tu connais, elle s'appelle Satine, une communauté de chasseurs de platine qu'on appelle dans les jeux vidéo. Puis justement, on parlait qu'il y a différents profils de joueurs aussi. Et tout autant les uns que les autres sont des joueurs ou des joueuses. On va pas dire ah toi t'es moins joueuse que toi. Non, il y a des joueuses, exemple, là on parle jeux vidéo, mais il y a des joueuses que le but c'est d'avoir les platines, donc tous les trophées dans tous les accomplissements, finir le jeu à 100%. Et c'est tout autant valide qu'une personne qui va aimer jouer à 3, 4, 10 sortes différentes de jeux d'horreur et qui aime ça les tester et les comparer entre eux. Donc, il n'y a pas de... Bon, ça encore là, c'est mon opinion, mais au final, l'élément central, c'est si on sent que le jeu nous apporte une expérience émotionnelle, cognitive, peu importe, et qu'on veut parler de ça, on est tout à fait valide de donner son opinion et de nommer les choses. Mais je suis d'accord avec ça, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé parce qu'en octobre, j'ai fait le Spiel Digital avec Trick Track et j'étais invitée comme présentatrice avec Fanny Fick, qui est une petite nana qui a une super chaîne YouTube, un super compte Instagram où elle fait un peu plus vlog, lifestyle, etc. C'est pas que les jeux de société, mais elle aime bien aussi. Et donc, elle a été invitée pour présenter avec moi. Et alors, au-delà du fait que j'ai découvert une des personnes qui a le plus les pieds sur terre et la plus haute intelligence en termes de communication et de médias, j'ai découvert surtout quelqu'un qui dit moi, un des jeux que j'adore jouer, c'est Terraforming Mars, mais je vais jamais le dire publiquement parce que de toute façon, les gens me font chier. Donc, je dis que moi, je joue en buvant ma bière à Concept avec mes potes. Du coup, les gens qui creusent pas la catalogue comme c'est pas une vraie joueuse parce que je joue que le dimanche avec ses potes avec une bière et Concept, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Et tu vois, ils se trompent simplement parce qu'ils ont leurs propres préjugés qui viennent parasiter la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est aussi intelligent, smart, qui a autant des goûts geeks, mais qui n'a pas envie de les mettre en avant parce qu'elle n'a rien à prouver. Et ça, j'aime énormément. Et en fait, en discutant avec elle, en voyant certains commentaires extrêmement désobligeants, surtout vis-à-vis d'elle, parce que tu sais, on arrivait un peu de nulle part, on n'est pas des vieux barbus qui travaillent en 10 ans. Du coup, j'ai pas mal fait opinion dans les libres antennes qu'on faisait, les chats ouverts, etc., sans m'attaquer aux gens, pas avec agressivité, mais en disant, pour moi, un joueur, c'est pas effectivement celui qui a fait 60 fois une partie de tel jeu et qui le connaît sur le bout des doigts et qui serait capable de me battre à ça. Pour moi, un joueur, c'est quelqu'un qui aime jouer aux jeux de société. Et c'est tout, tu vois, c'est à quoi il joue. Exactement. Bon,
on espère que de plus en plus de gens vont penser comme ça, parce que c'est très, je trouve que ça amène une très grande ouverture d'esprit, puis aussi la possibilité de collaborer avec le plus de gens possible. Si on est limité à juste les experts qui ont joué 60 fois un jeu, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on peut parler de jeu. Non, et puis même, je trouve que, tu vois, tu parlais un petit peu tout à l'heure des différents types d'approches du jeu. Je pense aussi qu'une manière de retranscrire le jeu, elle peut pas se limiter uniquement au point de vue analytique. J'ai testé toutes les combinaisons, je connais toutes les ramifications de tous les moves du jeu. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Si tu fais que ça, ben, à ce moment-là, va faire développeur dans une maison d'édition, mais te prétends pas blogueur alors que tu as pas le background culturel, par exemple, pour parler du jeu, de son habillage. Tu as pas le background artistique pour pouvoir juger de sa cover ou des différents graphismes qui ont été utilisés. Tu vois, pour moi, ça demande pas une compétence, ça demande un amour du jeu sincère et qui, ben, pour moi, ça s'apprend, tu vois. J'apprends encore aujourd'hui des stratégies sur certains jeux, genre je suis très nulle à Terraforming Mars, qui est mon jeu préféré au monde. Et ils m'ont invité en me disant allez viens, on va faire la Coupe de France, etc. Et je me suis dit ok, allez, je vais y aller, je vais commencer à lire des stratégies. Je joue à ce jeu depuis des années, je suis toujours aussi nulle. Est-ce que ça veut dire que je suis pas une joueuse? Bah si, je m'amuse bien au jeu, j'aime bien le contexte scientifique, tu vois, j'ai plein d'autres points de référence et d'analyse. Et surtout, j'ai une capacité qui me vient du métier que j'exerce tous les jours, à pouvoir saisir très vite l'essence de ce qu'on me propose pour la retranscrire en quelques mots à quelqu'un en disant je pense que ça peut vous convenir pour telle raison, ou je pense qu'au contraire, vous ne devriez pas jouer à ce jeu pour telle raison. Tu vois, tout simplement. Cas par cas, pour la personne, et pas en disant ce jeu c'est du caca parce que les bateaux ils vont que à gauche au lieu d'aller à droite, enfin, truc débile. J'ai du mal à trouver qu'un jeu est mauvais, pas parce que je suis une cruche et que je suis vendue ou qu'on m'a acheté pour faire cette review. J'ai du mal à considérer qu'un jeu est mauvais parce que par mon travail dans l'édition, je sais le nombre d'heures que ça demande de playtester un jeu jusqu'à ce qu'il paraisse équilibré et qu'on puisse le publier. Mais aussi parce que pour moi, un public, un jeu, un public, un jeu. Et c'est tout, tu vois. Je vais dire, ouais, tous les joueurs de Bon Manger Coco sont des idiots. Je dis juste, c'est Cards Against Humanity en français. Je dis juste, je n'aime pas ce jeu parce que je le trouve ennuyeux. Il y a plein de points qui me dérangent. Il est raciste, il est sexiste, etc. Ça ne veut pas dire que je condamne l'entièreté des gens qui y jouent. Vous êtes que des cons, vous êtes racistes et vous êtes sexistes. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est vous aimez Cards Against Humanity, vous aimez l'humour trash, je vais vous proposer un autre jeu qui s'appelle Jus du cul. Le nom est horrible. Et en fait, les blagues que vous allez faire, au moins, c'est des vraies blagues que vous inventez vous. Et l'humour va venir de ce que vous créez vous. Et alors, les gens font oh, ça a l'air trop drôle. Et ça va me changer. Ah, bah tiens, je vais essayer ça, tu vois. Et donc, juste arrêter d'avoir ce jugement de faire t'as vu ce papa Monopoly, il aurait mieux fait d'acheter les Coran de Catane. Bah non, s'il a envie d'acheter les Monopoly pour jouer avec ses gosses, laisse-le tranquille, il fait ce qu'il veut. Avec ses enfants. Je sais, les gosses au Canada, c'est pas la même chose que chez nous. Oui, on peut comprendre. Mais, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes. Puis je pense que là, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est le côté professionnel là, qui ressort. C'est ton expérience avec les clients, j'imagine. Puis je pense que tu as amplement raison du fait que quand on travaille aussi beaucoup avec des clients ou des gens qui cherchent des jeux de société, par exemple, c'est important d'être dans l'acceptation. C'est l'acceptation que si nous, exemple, on est une joueuse de gros jeux, tu sais, là, des jeux que tu passes 8 heures de temps à jouer avec un groupe d'amis. Mais ça veut pas dire que tous les autres jeux doivent être discrédités. Ça veut pas dire que le joueur qui est en face de nous recherche nécessairement ça. Et c'est important d'aller dans le sens de qu'est-ce qui intéresse la personne, c'est quoi son bagage de connaissances et de jeux qu'il aime, et d'y aller vraiment avec les mêmes intérêts, sans être dans le jugement, sans être dans la critique ici. Parce qu'au final, que ce soit en boutique ou même des fois dans la présentation de jeux à certaines personnes, c'est de comprendre, comme on disait, qu'il y a tellement de sortes de profils de joueurs que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont jouer à des jeux qui nous plaisent pas. Mais si ça se vend, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, c'est ça. Et à un moment, tu te dis aussi, quel est le métier que j'exerce? Moi, c'est très clair. J'ai 2 métiers. Mon premier métier, c'est vendeuse de jeux. Ça veut dire,
je suis pas une éducatrice en jeu. Je suis pas là pour commencer à expliquer aux gens que s'ils aiment regarder, je sais pas moi, Riverdale, c'est des cons et qu'il ferait mieux de regarder des séries historiques et des documentaires. Non, mon but c'est de dire ah vous aimez Riverdale, je vais vous proposer une série qui ressemble. Là, en magasin de jeux, c'est ce que je fais. Je leur propose des choses qui vont leur plaire. Et de temps en temps, quand j'ai des clients qui sont réguliers, qui commencent à revenir, qui aiment bien mes conseils, qui me disent oh l'année passée vous m'avez conseillé ça à Noël. Et de temps en temps, je m'en souviens en plus même maintenant plus tard. Je voudrais votre avis. Et ben, du coup, je suis contente de leur proposer quelque chose, parfois en disant, bah, alors, je vous montre quand même ça, ça sort un peu des sentiers battus, peut-être que c'est pas exactement ce que vous cherchez, mais je vous le montre quand même et je leur explique. Et parfois, ils partent avec, tant mieux parce qu'ils vont découvrir quelque chose de nouveau. Et parfois, ils disent, oh non, non, ça c'est vraiment trop loin de ce que j'apprécie. Voilà, tu vois, c'est mon deuxième travail, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, c'est je présente principalement des coups de cœur. C'est vraiment ce que je montre le plus, parce qu'en plus, je suis bon public, donc j'arrive à trouver de la joie dans plein de choses. Mais aussi, c'est ma capacité à expliquer aux gens en quelques mots, voilà comment ça fonctionne, voilà pourquoi ça devrait vous plaire ou pas. Et encore une fois, sans dire oui, vous devriez pas jouer à la nouvelle version de, je sais pas moi, n'importe de concept. On va dire, il sort concept 2 parce que c'est vraiment trop nul, etc. Je vais Qu'est-ce qui change entre concept 1 et concept 2? Pourquoi est-ce que vous pourriez aimer concept 2, etc. Mhm. C'est ça, dans le fond, c'est de... Puis, cette capacité-là à être capable de résumer en quelques mots un jeu est une capacité que j'admire. Donc, je pense que c'est l'expérience et c'est aussi le fait d'avoir joué à plein de jeux qui permet de développer ça. Mais c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression qui est difficile à acquérir parce que ça nécessite d'aller simplifier, mais de vraiment nommer les mots importants pour décrire et définir un jeu. Euh, Est-ce que tu as l'impression que tu avais ce talent-là naturel ou c'est quelque chose que tu as dû travailler, développer à travers le temps? Il y a deux choses, c'est que il y a la première partie de cette capacité, pour moi, c'est la carte mentale. Et j'ai toujours eu une excellente carte mentale parce que je lis depuis que je suis toute petite. Et même si je me souviens pas de l'intrigue, même si je me souviens pas des personnages, j'arrive encore à me souvenir globalement de l'essence de l'histoire. Et donc, du coup, j'ai une carte mentale avec des livres. Et j'ai commencé à faire ça avec les jeux de société, avec les jeux de rôle, en me rendant compte petit à petit des points communs qu'il pouvait y avoir entre les jeux. Donc ça, c'était la première étape qui est un peu genre la facilité que j'avais. Ensuite, apprendre à retranscrire l'essence du jeu en quelques mots pour faire un pitch à un client, par exemple, ça, c'est un truc qui s'acquiert avec le temps. Et j'ai par exemple un nouveau collègue au travail, c'est un passionné de jeu. Et puis, je le vois et il va présenter un jeu de société à une... tu vois que c'est le profil de la maman, 42 ans, qui achète un jeu de société pour son fils. Et alors, il est, oui, Res Arcana, c'est génial, et il y a du draft et machin. Et tu sais que j'ai jamais utilisé le mot draft, ni pour vendre un Seven Wonders, ni pour vendre un Draftosaurus, alors qu'il est dans le titre littéralement du jeu. Pourquoi? Parce que faut penser que tu t'adresses au commun des mortels. Alors si tu as de la chance, la cliente est joueuse et elle va te dire ah mais oui mais c'est du draft ça. Et si t'as pas de chance, elle ne le sait pas. Et heureusement parce que t'as pas utilisé le terme parce que sinon tu as des informations qu'elle connaît pas. Et pour moi c'est de la vulgarisation au même titre que certaines personnes vont t'expliquer des concepts scientifiques qui sont pas à ta portée. Et tu vas faire ah oui j'ai compris parce que il ou elle m'a expliqué avec des mots qui étaient beaucoup plus simples. Et en fait c'est vraiment ça l'esprit de synthétisation et de réussir aussi à esquiver les pièges avec, par exemple, les déformations. On est passionné de quelque chose, c'est d'utiliser des termes. Typiquement, si je vais parler des réseaux sociaux ou des médias, je vais utiliser des termes comme insight, qui parlent à personne, qui veulent rien dire, des gens qui comprennent ma passion. Et ça va pour tout, absolument tous les types de passions, en fait, qui sont, dès qu'elles sont trop creusées et que tu veux les faire passer à des néophytes ou des gens qui s'y intéressent mais qui ne sont pas aussi investis que toi, ça ne marche plus. Effectivement, puis même des fois, ça fait peur. Je me souviens dans mes premières expériences quand on m'expliquait de certains jeux avec les mots justement draft, un jeu de pli, et puis là, j'étais comme OK. Là, je me préparais mentalement à affronter comme un 3 heures de règles pour comprendre le jeu. Quand au final, tu sais, c'est pas une fois qu'on connaît le vocabulaire, c'est pas si effrayant que ça. Mais la capacité de vulgarisation, c'est ce qui permet justement d'ouvrir les jeux de société au plus de gens possible. Tu nommais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là.
Mais en fait, par exemple, je vais te donner pour moi l'exemple le plus concret. Il y a eu l'année passée et l'année d'avant toute la mode des roll and write, mais déclinée à toutes les sauces. Et donc il y en a eu de très bons, il y en a d'autres qui sont passés inaperçus, etc. Mais il y a eu plein, plein, plein de sorties. Et bah, moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup parce que ça permet de jouer en solo, ils sont courts, faciles à comprendre, etc. Et donc j'avais régulièrement des clients. Je travaille dans une boutique qui est dans un centre commercial. Donc il faut savoir que la majorité sont des gens qui viennent comme ça par hasard. C'est pas des gamers. Ils sont dans la galerie, ils font tiens, c'est quoi ce magasin? Il y a des jouets et des jeux de société, on va aller voir. Quand je voulais leur vendre un jeu comme Detrack, qui est un roll and write, je leur dis ah, ben c'est un jeu de cases à cocher comme le Yahtzee, tu vois. Dans leur tête, c'est pas un Yahtzee, mais ça leur parle beaucoup plus cette référence-là. Si je dis Yams ou Yahtzee, ils comprennent. Je dis c'est un roll and write, ils vont faire un quoi? Pardon, vous êtes malade? C'est juste, c'est ça en fait le truc. Mhm. Utiliser aussi le langage, euh, de l'adapter à la personne avec qui tu parles, pas parce qu'elle est trop conne, mais parce qu'elle n'est pas initiée comme toi à ta passion, en fait, tout simplement. Exactement. Puis on se rend compte, si on observe un peu que chaque sous-culture a son propre langage aussi, là. Euh, je nomme un exemple comme ça, mais ma famille travaille dans le domaine de la construction au Québec. Puis, ils ont là, du vocabulaire. Puis parfois, quand ils sont à la maison, ils parlent de choses, des mélanges de mots français, anglais, très spécifiques et je ne comprends rien. On parle la même langue. Je peux comprendre de quoi ils parlent à peu près, mais je me sens à part parce que j'arrive pas à comprendre certains mots choisis. Donc, tu sais, l'important justement de juste des fois adapter le vocabulaire, de comprendre. En fait, l'adaptation du vocabulaire permet d'être beaucoup plus inclusif. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui aide beaucoup, notamment à travers les créateurs de contenu, à la popularisation des jeux de société. Le fait que et bon, il y a le confinement aussi là, qui a aidé, mais que de plus en plus de gens jouent à des jeux de société, vont aller chercher des jeux de société qui vont peut-être un peu plus leur convenir en dehors des classiques qui sont présents depuis plusieurs années. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de développer la création de jeux de société au Québec ou à l'international, mais ça permet aussi de favoriser des beaux moments, je trouve, en couple, en famille, avec les enfants, que cette culture-là se développe, mais à travers, comme tu as nommé, la vulgarisation et à travers aussi l'adaptation du vocabulaire, puis l'inclusion de tout le monde. Et aussi, pour moi, un truc très important, c'est de se dire, en tant que youtubeur ou instagrammeur ou twitcher, tout ce que tu veux de jeux de société, ne sois pas idiot, n'essaye pas de réinventer la roue, utilise les mêmes codes que ceux qui font du jeu vidéo ou du make-up ou n'importe quoi. Tu vois, ne pas dire oh, on est une communauté à part, ultra fermée, on n'utilise pas les mêmes codes. Typiquement, tous les 3 mois, tu as l'intello de service qui va faire je suis le grand philosophe des jeux de société et je voudrais poser une question qui dérange. Pourquoi est-ce que tous les youtubeurs utilisent top des jeux 2019? Bah, c'est facile, grand. Moi, demain, si je me mets à m'intéresser, par exemple, j'en sais rien, moi, au montage d'ordinateur, j'aimerais bien aller regarder une vidéo sur YouTube ou lire un article sur Internet qui s'appelle le top 10 des composants à acheter pour monter son PC. Ou demain, je veux faire de la couture, le top 10 des outils qu'il te faut pour commencer la couture. Parce que c'est la base, en fait, tout simplement. Et ça veut pas dire, oh, je fais ça pour avoir des vues. Je fais pas des vidéos pour avoir 5 vues dans mon salon. On est bien d'accord. Je suis contente que ça puisse interagir, que les gens soient curieux, que j'ai des commentaires, que je puisse donner des conseils, etc. Mais la raison principale pour laquelle je continue à appeler mes vidéos, et je n'arrêterai jamais de les appeler comme ça, le top des jeux d'ambiance, le top des jeux Saint-Valentin, c'est parce que ça a du succès et donc ça tombe pile poil à des moments où les gens demandent cette information-là, en ont besoin et sont contents de la trouver. Tout simplement parce que ça sert à rien de dire les meilleurs jeux de société utilisant une mécanique de draft innovante depuis l'an 1925. Tu vois, qui va aller chercher Mhm. meilleur outil pour commencer la couture? Ah, une vidéo, le top 10 des outils pour commencer la couture, c'est super, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est juste ça. Et ça me semble pas pervers, ça me semble pas non plus que je me compromets ou que je vends mon âme pour des clics. C'est parce que je sais ce que je fais. Même si ça me rapporte pas de thunes sur YouTube, ce que je fais, c'est vendre des jeux de société à des gens qui ont envie de les acheter. Même si en fait, ils m'achètent pas à moi directement. Ils ont juste l'info de savoir oh yes, j'ai vu un top 10 et dans son top, il y avait 3 4 jeux qui m'ont plu. Enfin, tu vois, n'importe. Donc, Mhm. Oui, je suis d'accord avec toi et j'avais vu aussi
sur différentes groupes et communautés qu'il y avait ce débat-là des fameux tops. Surtout avec Noël, il y a eu beaucoup de tops de Noël. Puis au final, moi aussi, je dois nommer que de mon côté, c'est les vidéos que j'aime le plus observer parce que oh, qui voudrait, exemple, voir juste plein de jeux mélangés avec des pas bons, des bons, tu sais, on cherche quand même ça, tu sais, si on s'intéresse à quelque chose, on cherche à apprendre ou à voir le meilleur, puis on veut les meilleurs jeux. Donc, c'est très généralement, là, moi, j'apprends beaucoup à travers les tops, de me dire: «Oh, ce jeu-là, j'ai pas essayé, ça fait 3 fois que je le vois dans des tops. Bon, peut-être qu'il faudrait que je l'essaye, hein, ça a l'air bon comme jeu». Oui, puis aussi le truc du ah tiens, je suis dans le top des jeux d'enquête. Moi, j'adore les jeux d'enquête. Et ça fait 2 fois que je vois passer Chronicles of Crime. J'y ai jamais joué. Ça a l'air quand même intéressant. Tiens, j'y aurais jamais pensé si je l'avais pas vu dans une sélection, en fait. Tu peux l'appeler. Mmh. Tu peux l'appeler top, tu peux l'appeler ce que tu veux. La vérité, c'est que vaut mieux utiliser les mots de l'algorithme que tout le monde utilise pour que ta vidéo soit référencée, parce que aussi, il y a un autre pendant de la médaille que j'ai j'ai envie de les appeler comme ça, les philosophes du jeu de société ne prennent il y a pratiquement personne qui gagne sa vie en étant reviewer de jeux de société. C'est très rare. Il y a quelques personnes, des Américains surtout, qui en ont fait leur business. On pense à Dice Tower, qui se permet d'en vivre et de payer des gens, et c'est super. Moi, j'en vis pas, tu vois. J'ai de Mmh. temps en temps une commande, mais c'est rare et c'est même pas suffisant pour me permettre de passer un temps partiel au travail. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me casser la tête à essayer de faire absolument la vidéo qui va plaire à une toute petite frange de 7 personnes qui gueulent sur la communauté des ludistes francophones parce qu'il y a encore un youtubeur qui a écrit le mot top? Ou est-ce que je vais faire, ben non, top des jeux d'ambiance 2020 pour jouer avec vos potes? Basta, 20 000 vues. Et je suis contente parce que ça va m'apporter de nouveaux abonnés et donc peut-être un jour la possibilité de dégager du temps pour faire ça de manière professionnelle. Parce qu'au final, c'est ce que tout le monde veut. Et bizarrement, quand tu es éditeur ou auteur de jeu ou illustrateur et que tu te fais des ronds avec le jeu de société, tout le monde trouve ça génial. Par contre, quand tu es youtubeur, t'es vraiment qu'une saloperie. Tu gagnes de l'argent grâce aux jeux de société, c'est dégueulasse. Mmh. Comme tout le monde, en fait. J'aimerais bien, mais pour l'instant, bof. C'est ça, effectivement. Ça aussi, c'est intéressant comme sujet, de bon, on va pas partir un débat, mais il y a plusieurs débats qui sont nommés là-dessus, de dire, un peu le pourquoi. Tu sais, je pense et je me permets de dire que la majorité des gens qui ont parti des chaînes YouTube, Instagram, des créateurs de contenu, en fait, dans le domaine des jeux de société, c'est clairement pas au départ pour l'argent. Parce que, comme tu as nommé, il n'y en a pas tant. Puis ça prend du temps avant d'avoir un certain revenu, s'il y en a. Donc, c'est vraiment plus par passion. C'est la passion, la créativité et le petit côté que je nomme un peu enseignant, dans ce sens, aimer partager, un peu comme un enseignant fait. Donc, il apprend, mais il garde pas ça tout pour lui, ces connaissances-là. Il partage de manière créative et ludique à travers les médias sociaux parce que ben, c'est comme ça qu'on communique de nos jours. Donc, par téléphone, ça marcherait moins bien. Tu sais. Donc, au final, c'est ça l'élément central. Puis en discutant avec d'autres créateurs de contenu, un peu comme tu nommais tout à l'heure, tu sais, les collaborations, je me permets de renommer Professeur Board Game parce que moi aussi, il m'a beaucoup aidé. Il est génial. Merci, David. Donc, en étant en collaboration, on se rend compte que c'est ça qui rejoint les passionnés ou les créateurs de contenu. C'est cette passion-là, cette créativité-là et ce côté-là enseignant qui aime partager des passions. Euh, c'est ça l'élément central. En fait, je me permets. Peut-être que parmi vous, il y a des créateurs de contenu qui vont me dire non, moi, c'est pour l'argent. Mais bon, tant mieux pour vous. Tant mieux, mais sincèrement, j'en doute. Ou alors, sinon, il faut qu'il me donne ses bons plans pour faire vraiment du play. Oui, c'est ça. C'est quoi tes trucs? Non, mais voilà, moi, au contraire, j'ai tendance à voir d'un œil positif la professionnalisation aussi de nos métiers, qui sont les métiers de créateurs de contenu. J'entends bien la critique sous-jacente derrière le fait de dire tu gagnes de l'argent donc tu peux pas avoir d'objectivité. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que par exemple, si moi je suis critique littéraire pour, je sais pas moi, le journal Le Monde ou le New York Times, que j'écrive du caca ou que j'écrive des choses chouettes, ben mon salaire est quand même assuré de toute façon, tu vois. Et il y a personne qui demande la neutralité absolue de ces gens-là. On leur dit pas,
interdit de gagner de l'argent via le Times parce que tu as écrit une chronique. Ben non, il écrit, il gagne sa thune. Ça n'empêche pas d'avoir un cerveau, d'avoir un avis, d'avoir une capacité de compréhension, de critique, etc. Tu vois, il m'est arrivé plein de fois de faire de la, comment dire, de recevoir des jeux que je trouvais vraiment pas bons. Et j'en fais pas une chronique parce que j'ai pas envie, parce que ça me prendrait du temps, parce que je serais obligée de dire des trucs que je ne pense pas. Donc du coup, je dis à l'éditeur, écoute, je suis désolée, je n'aime pas, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison, donc j'en ferai pas une review. Et 9 fois sur 10, ils font, ah ok, pas de souci, la prochaine fois, on te verra quelque chose qui est peut-être plus en rapport avec tes goûts. En tout cas, merci d'avoir fait surtout, enfin, basta, tu vois, ils se vexent pas. C'est un éditeur, il a tellement mal pris, il m'a bloqué sur les réseaux sociaux, etc. Et donc voilà, lui, il était fâché. Mais la majorité du temps, ils comprennent bien que, non, puisqu'on gagne pas de blé avec, on va pas commencer à faire des critiques positives juste parce qu'on a reçu une boîte à 35 €. Et puis même, quand j'ai des commandes vraiment avec un éditeur qui me dit « Je voudrais que tu fasses une review de mon jeu », ce que je fais, c'est une présentation. Donc, de toute façon, que je considère que c'est le meilleur jeu du monde ou que je considère qu'il est OK, moi, ce que je fais, c'est la présentation. Et donc, j'explique, voilà comment il fonctionne, voilà ses points forts, voilà, par exemple, son processus créatif, si j'ai cette information-là, ou il est inspiré de tel jeu si j'ai cette information. Mon but, c'est pas de dire vous devez absolument l'acheter parce que c'est le meilleur jeu du monde, il est extraordinaire. Non, c'est de dire je vais faire la présentation et ça va être de le décortiquer, de le disséquer pour que les gens qui regardent la vidéo sachent si ça leur parle ou pas. Et c'est tout en fait. Et personne ne me jette des cailloux parce que quand je suis en magasin, j'ai vendu des blancs manchés coco à des gens qui me le demandaient. C'est comme ça. Exactement. Je pense que tu nommes un point important aussi. C'est un peu de ne pas perdre son sens critique et son essence aussi en tant que joueuse d'abord et par la suite que créatrice de contenu, dans ce sens que si un jeu ne te convient pas, tu sais, il n'y a rien de positif à faire une critique trop positive pour un jeu que au final tu n'apprécies pas. Parce qu'après ça, comme tu as dit, sinon les gens vont continuer de t'envoyer ce genre de jeu et là, tu n'as pas de plaisir. Et l'autre partie que souvent on oublie, c'est le temps et l'énergie que ça prend de lire les règlements, de lire les livrets, de lire les règlements plusieurs fois d'un fois, de jouer une partie, de jouer une autre partie, d'analyser les composants, de préparer le texte, de filmer, de faire l'éditing audio, l'éditing vidéo et de le poster, parce que des fois, c'est long à télécharger sur YouTube. Donc, tout ça, ça prend pas 30 minutes. Et à un moment donné, c'est la réflexion, justement, de dire ce temps-là, est-ce que je vais l'investir à présenter un jeu que, au final, je viens pas me chercher, ou est-ce que je le passe à, sur d'autres projets qui viennent plus me chercher, qui me passionnent plus, là? En fait, le truc aussi, c'est de te dire, les gens qui émettent des critiques sur la neutralité ou sur la façon de faire ton travail, moi, c'est toujours la chose. Si vous n'êtes pas content, il y a des centaines de reviewers et de créateurs de contenu. Vous n'êtes pas obligé de venir sur ma chaîne. Moi, il est très clair que dans ma bio Twitter, par exemple, il n'est pas écrit critique de jeux de société. Il est marqué prescriptrice de jeux de société. Parce que quand tu vas à la pharmacie et que tu dis je veux du Dafalgan, l'infirmière, elle va pas la pharmacienne, elle va pas dire ah non, surtout pas, moi j'ai trouvé ça super nul, je veux pas ça, prenez. Non, t'as demandé, tu prends et elle t'explique, ah, ok, mais il y a aussi ça et ça. Et voilà, c'est tout, tu vois. Et mon but, c'est pas de donner mon avis sur le goût des gens. Mon but, c'est d'expliquer comment fonctionnent les jeux de société et chacun se fera son avis par après. Et en même temps, je reconnais tout à fait qu'il y a des jeux pour lesquels j'ai vraiment un amour immodéré et j'hésiterai jamais non plus à dire ce jeu est incroyable ou j'adore, c'est un jeu narratif et j'aime tellement les jeux narratifs, je me priverai pas de ça non plus parce que c'est ça aussi, je pense que les gens aiment bien, c'est de sentir qu'il y a des moments où il y a mon côté professionnel, où j'explique un jeu, etc. Et puis il y a des moments où je m'emballe totalement et je pars en vrille, je raconte n'importe quoi. Parce qu'ils sentent qu'il y a une vraie passion qui est personnelle et c'est pas parce que le jeu est meilleur qu'un autre, c'est parce que c'est personnel et que moi... Exactement. Et là, c'est ton côté plus joueuse qui ressort parce que derrière le profil de créatrice de contenu, mais il y a quand même une joueuse qui a des jeux qu'elle aime et que des jeux qu'elle aime pas, puis c'est normal, là. Oui, puis c'est comme ça, en fait,
c'est toujours un mélange dans ce que tu proposes en fait sur tes réseaux sociaux. C'est un mélange entre ce que tu veux transmettre comme message, les valeurs qui te sont chères, les souvenirs que ça t'a créé. Il y a des jeux très très bons. Clank, par exemple, est un jeu, je pense objectivement, est vraiment bien, original et tout ça, que je n'arrive pas à aimer parce que j'ai eu une partie désastreuse. J'étais dans Hmm. de jeu et le groupe avec lequel je jouais, mais j'avais envie de leur renverser la table dessus, ils étaient atroces. Ils n'arrêtaient pas de tricher, c'était désagréable. Et puis après, ils te regardent, Oh. ils disent, t'as oublié de mettre une carte, t'as oublié de mettre une carte. Il fait, ça va, t'as 5 cartes de trop dans ta main, tais-toi. Voilà, donc il y a un mélange entre mes souvenirs, ce que j'aime bien, les valeurs que je veux transmettre, etc. Donc c'est vraiment un mix de tout ça qui crée aussi la personne, l'énergie derrière les vidéos, euh, l'identité en fait que les gens viennent chercher quand ils vont lancer une vidéo de Girl Dot Game. Il y en a qui accrochent, il y en a qui n'aiment pas du tout, et tant pis, c'est comme ça. Du moment qu'ils viennent pas lâcher des gros messages de caca, bah si Hmm. ils n'aiment pas, je m'en fiche en fait. C'est ça, un moment donné, il faut mettre à travers les commentaires, on en choisit qu'on retient et d'autres qu'il faut juste accepter de lâcher prise. Et justement, en abordant un peu les commentaires et les expériences positives et négatives, dans toutes tes années d'expérience, autant en boutique que comme créatrice de contenu, euh, est-ce que tu as vécu des expériences un peu désagréables par rapport à ton genre, par rapport au fait que tu es une femme et que tu te mets de l'avant à travers la création de contenu? C'est un truc que j'ai vécu à plein de niveaux différents. Quand j'ai commencé à travailler en boutique, j'étais jeune, tu vois, j'avais 21, 20, 21 ans. Enfin, j'étais vraiment encore toute petite. Et j'étais blonde platine, je portais des mini-jupes, etc. J'avais un look un peu punk déjanté. Et je sais qu'il y a plein de gens, qui d'ailleurs des clients qui me disaient ouvertement ou qui me dévisageaient, tu vois. Ils me disaient, mais qu'est-ce que vous y connaissez? Il y a des gens qui Mm. pas au sérieux parce que j'avais une allure, pas juste parce que j'étais une fille, mais parce que j'avais un look qui pouvait laisser penser qu'en fait, bah non, j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça m'amusait beaucoup de les laisser regarder dans les étagères, prendre un jeu et faire ah, Battlestar Galactica, super, la série est excellente et franchement, j'ai joué au jeu la semaine passée, génial. Et là, ils te regardent, ils font vous avez joué à ça, vous? Bah oui. Et, tu vois, ils laissent tomber leurs a priori et puis en général, ça part d'un très mauvais premier contact, mais souvent les gens se reprennent et ils font ah oui, ok, d'accord, ça va, c'est moi qui étais con, je l'ai mal jugé et tout. Mais après, c'est vrai qu'il y a des trucs plus désagréables aussi. Euh, je me souviens, enfin ça c'est un truc qui m'a vraiment le plus marqué parce que j'ai fini par en faire une vidéo, etc. Et je pense que le pire c'est que les protagonistes de cette histoire, qui sont d'ailleurs venus me parler, s'excuser, ce que j'ai trouvé très noble de leur part, à ce moment-là, ont eu un comportement de merde, c'est que j'ai fait une photo pour un jeu de société et je m'étais peinte en squelette, etc. Je portais un petit top beige, couleur peau en fait, et j'avais la boîte devant moi. Et il y a plein de gens qui ont même pas tilté que j'avais un vêtement et qui ont dit ouais c'est ça, elle se met à poil derrière une boîte de jeux, tout ça pour vendre du jeu, si je veux voir des meufs à poil je vais au salon de l'auto. Et moi j'étais ulcérée parce qu'en vérité j'aurais pu sortir comme ça dans la rue, tu vois, c'était juste un truc à bretelles fines, j'avais peint des os sur mes bras et sur mon visage et basta. Et Mm. les gens qui m'ont globalement traité de prostituée parce que je mettais de la peinture sur mon visage et mes bras, j'ai rien contre les prostituées, mais en l'occurrence, c'était pas ça le but, tu vois. Et donc, du coup, ça a été extrêmement destructeur pour mon image personnelle parce que tout ce que j'aimais dans la création artistique, le fait d'utiliser le maquillage, d'utiliser son corps, son visage comme vecteur d'un message, pour moi, c'est quelque chose de positif, de réappropriation du corps, surtout pour quelqu'un comme moi qui a grandi avec énormément de tabous et énormément de complexes. C'est quelque chose d'éminemment euh, positif et d'empowerment, en fait. Et donc que des gens viennent chier là-dessus en disant que je fais ça uniquement pour rameuter les mâles, ça me donne envie de gerber. Donc, du coup, j'étais très en colère. J'ai eu un énorme down. J'ai plus envie de rien faire, plus poster et tout. Parce qu'en plus, c'était des commentaires qui venaient de personnes féminines, de femmes, d'hommes. Donc, de Oh, tout. OK. Et ça a été vraiment dur à vivre. Et c'est un truc où, comme je te dis, certaines des personnes qui ont lancé cette shitstorm et qui m'ont dit des choses méchantes à l'époque se sont excusées. On en a discuté, je leur ai expliqué mon point de vue de la chose. Elles ont étayé en disant ouais, je suis désolée, j'étais trop brute, j'ai dit des mots que j'aurais pas dû, etc. Mais malgré tout, aujourd'hui, quand je vais poster une photo de moi, par exemple, je vais le dire crûment, je vais retoucher mes seins pour pas qu'on voit, par exemple, que mes tétons pointent, tu vois, en disant Mm.
alors mon soutien-gorge ne cache pas assez ma poitrine et je vais retoucher ça parce que je sais qu'il y a des gens qui risqueraient de faire un commentaire. Ou alors je me dis, ah ouais, non, je peux définitivement pas faire une photo avec cette robe-là parce qu'on voit trop mes jambes, quoi. Les gens, ils vont dire quelque chose. C'est hyper désagréable de devoir tout le temps te body-checker, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en disant, en fait, je risque de prendre un retour de bâton parce que quelqu'un va juger mon physique. En ce moment en plus, c'est la grande fête, je suis enceinte, donc j'ai pris des joues comme un hamster, donc ça c'est aussi tu vois, un complexe qui se rajoute. Mon corps change, ça devient un corps de femme enceinte, donc évidemment c'est la catastrophe. Et ben encore une fois, c'est un triple check maintenant. Je fais, faudrait pas que ça fasse trop la laiterie, tu vois. Donc c'est horrible parce que t'en viens à avoir un regard tellement violent sur toi-même que tu n'oserais jamais avoir sur les autres personnes parce que tu te rendrais compte à quel point c'est cruel. En fait, sur toi, on s'applique toute cette méchanceté qui malheureusement se nourrit aussi de ce que les autres peuvent te dire en fait. Et c'est pour ça que de temps en temps, je tombe sur des chaînes YouTube que des potes m'envoient en disant va voir, regarde, il parle de jeux de rôle trop nul. Et on regarde. Et alors je vois et je fais putain, cette présentation est catastrophique. La personne ne sait pas parler, elle n'a pas d'élocution, sa qualité vidéo est dégueulasse et tout. Mais jamais, jamais, jamais il me viendrait à l'idée de mettre un commentaire en disant t'es trop nul, tu ferais mieux d'arrêter ce que tu fais, Kata. Les gens vont s'améliorer d'eux-mêmes, tu vois. Et juger les gens sur leur physique, leur passion, en sachant le temps qu'ils mettent derrière pour le résultat, même s'il est nul, bah, si j'aime pas, je fais rien. Et le fait d'ignorer sa production, pour moi, serait un message suffisamment éloquent. En fait, j'ai pas besoin d'aller le défoncer en plus, sachant que tout ce qu'il a créé, c'est du travail gratuit, en fait, juste par passion. Exactement. Puis, dans ce que tu mentionnes, c'est difficile, hein, je pense, peut-être pour tout le monde. Il faudrait que je questionne un peu plus d'hommes sur le sujet, mais je sais que c'est difficile pour les femmes, l'image justement qu'on projette, parce qu'on dirait qu'il y a une grande catégorisation entre j'utilise des stéréotypes, mais la fille coincée, genre, qui est comme, qui a de la misère à s'exprimer, ou la personne dévergondée qui est en décolleté. Donc, c'est comme difficile, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux là-dedans. Quand au Oui, et alors final. c'est extrêmement drôle parce qu'en plus, moi je pars de un extrême, la dévergondée, blonde platine, mini-jupe décolletée, etc. À l'autre extrême, la maman, donc la sainte Nitouche. Et du coup, c'est hyper bizarre d'avoir vacillé à travers ces deux expériences comme étant presque deux personnages qui sont aux antipodes, sauf que au fond de moi, je sais que ma façon de m'exprimer, ma façon d'aimer les jeux, ma façon d'aller au contact d'une personne n'a absolument pas changé du tout, tu vois. Et c'est drôle de sentir à quel point, par contre, le regard des gens sur moi change. Et c'est extrêmement aussi malaisant parce que tu te rends compte que peu importe que tu sois la pute ou la mère, comme on dit, en fait, on juste à travers un prisme physique de ta potentielle pseudo-sexualité, de ce que tu en fais. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu la mets en avant ou est-ce que tu la caches? Est-ce que ce n'est que pour te reproduire et mettre au monde des êtres humains? Enfin, tu vois, c'est un truc. Jamais, jamais, jamais un homme créateur de contenu ne sera jugé à travers le prisme de sa potentielle sexualité. Peu importe, les gens peuvent le tourner dans le sens qu'ils veulent, ils peuvent dire il y a du sexisme, il n'y a pas de sexisme. Jamais un mec, on le regarde en disant t'as vu ça? Il a mis une petite chemise ouverte, je pense qu'il essaie de me draguer avec ses pectoraux. J'ai jamais entendu un truc pareil. Que le créateur de contenu soit sexy ou pas, change absolument rien. C'est vraiment, bah non, on apprécie ce qu'il crée, ou on n'aime pas, ou on le juge parce qu'on trouve qu'il a l'air con, ou parce qu'en fait ses critiques nous plaisent pas, mais jamais sur son physique. J'attends quelqu'un dira, t'as vu, je sais pas moi, je meeple point Belgium, qu'il est moche ce con. Jamais. Non, ça n'arrivera pas. Effectivement. Et je comprends que ça peut en être frustrant. Je pense que la frustration, en tout cas, moi, c'est mon émotion principale par rapport à ça. Mais d'être jugée par rapport à mon physique quand on s'entend que c'est pas du tout le sujet. Peut-être dans les vidéos de mannequinat ou je sais pas moi, de modèles. Mais ici, on parle de jeux de société ou de littérature, de cosplay, etc. On s'entend que l'élément central, c'est pas ma face. Je suis là parce que j'existe, puis c'est moi qui parle. Mais l'élément central, c'est ce que je dis et c'est les jeux dont je parle. Donc oui, ça peut être extrêmement frustrant d'être jugé, non
par rapport au contenu, non par rapport à la qualité, mais par rapport au physique. C'est elle est moche, elle s'est pas coiffée aujourd'hui. Oui, mais tu as passé Oui, à c'est côté ça. de tout le message. Et en plus, parce que du coup, forcément, si tu montes ta tête, c'est que tu as envie de draguer. Tu n'as même plus besoin de mettre une robe sexy ou de te maquiller. Tu as mis ta tête sur Instagram à côté de ta photo. Toi, tu essaies de choper. Non, c'est Ah, c'est ça. ça, mais Et c'est dingue parce que, enfin, tu vois, c'est ce que je disais en tout début d'interview. La raison pour laquelle moi je mets ma tête sur Instagram, c'est parce que il me semble important, quand je suis des comptes Insta, de identifier la personne qui poste. Parce que une identité, pour moi, elle se construit pas uniquement par rapport au filtre que tu mets sur le plateau ou par rapport à la beauté de tes photos. C'est rare quelqu'un qui a suffisamment une identité personnelle, artistique propre pour que je puisse dire ah ça c'est une photo de machin, j'en suis sûre. Non, si j'ai pas la tête à côté, je sais pas le dire, tu vois. Et il y a par exemple une fille que je suis et que j'ai eu la chance de rencontrer qui est très chouette sur Instagram qui s'appelle Cécilia de son blog Les Jeux de CC. Et je sais très bien, il y a des gens et de même des éditeurs qui disaient oh CC, elle fait juste un selfie avec la boîte à côté de sa tête, rien à voir avec ce que toi tu crées. Et moi j'étais alors bah, c'est flatteur parce que je crée du contenu mais t'as pas besoin de descendre la personne à côté, tu vois. Je veux dire même sa photo, elle a pas juste fait clic, c'est bon, je suis trop belle, je poste. Elle a joué au jeu, elle a lu les règles, elle a écrit un petit article dessus pour illustrer sa photo, etc. Et en vrai, aujourd'hui, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi et je suis super contente parce que bah, je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle, on a fait des jeux, j'ai vu sa vidéothèque, elle a rien à prouver à personne en fait. Elle a, hmm. tu vois, elle continuera à poster des photos d'elle avec son petit selfie et son sourire trop mimi. Et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'elle continue et qu'elle soit toujours aussi fraîche sur ses photos parce que moi, je la trouve trop mignonne et je trouve ça trop chouette parce que, quoi, sous prétexte qu'elle a mis sa tête à côté, c'est moins valide que si elle avait fait un plan vu du dessus du plateau. Bah non, elle a eu la même expérience de jeu, elle la partage juste différemment et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Mhm. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant, là, j'amène rapidement une autre vision des choses, mais plus qu'on se met de l'avant aussi, c'est théoriquement le processus devrait être très positif dans ce sens que plus qu'on se met de l'avant, plus qu'on apprend à s'apprécier aussi soi-même et ça peut devenir très enrichissant pour soi-même d'apprendre à s'accepter. Tu sais, j'apprends à au départ, j'étais gênée de comme là en ce moment être devant la caméra, puis j'étais comme oh non, t'es mon cheveu, ah, je parais pas bien, quel angle. Et là, à un moment donné, finalement, t'apprends à t'accepter, puis t'apprends à être bien dans comment tu es, t'apprends à apprécier que, ben oui, parfois je bégais, parfois je me trompe, parfois mes vidéos sont un peu tout croche, mais c'est vraiment dans le processus du plaisir et aussi le plaisir de créer quelque chose qui nous représente et qui est identifié à nous. Comme tu nommes, l'image, oui, peut-être une photo d'un jeu, mais c'est un peu dépersonnalisé. Mais une photo d'un jeu avec soi-même dessus, on apprend à déjà, on s'associe au jeu, on a un produit fini qu'on aime, donc on se sent bien, on s'aime soi-même. Et ça fait un beau souvenir aussi. On écrit un peu une histoire à travers ça. Là. Exactement. Et c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est comme tu le dis, c'est aussi un processus d'acceptation de ce que tu es. Ça paraît contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de se vérifier 6 fois sur les photos pour voir si tu es pas trop choquant. Mm. Mais malheureusement, ça, c'est un pendant duquel j'ai énormément de mal de me détacher parce que c'est une violence sous-jacente constante où si elle n'est pas exprimée, je la sens quand même dans certaines allusions, dans certains messages privés, dans certains commentaires, Mm. où je fais OK, il a peut-être pas littéralement dit ça, mais je sais très bien ce que ça veut dire. Enfin, tu vois. Et donc, mais à côté de ça, effectivement, ben, je me maquille beaucoup moins. Enfin, aujourd'hui, j'ai fait un effort parce que j'étais fatiguée, mais je me maquille beaucoup moins. Je montre plus souvent ma tête naturelle sur les réseaux sociaux. J'ai un œil plus bas que l'autre. Et ben, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça m'empêche pas de pouvoir mettre ma tête à côté d'un jeu. Et c'est pas pour autant que les gens vont dire oh, t'as un monstre, ton visage est dissymétrique. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, et effectivement, c'est des trucs où bah, tu dis ok, j'ai vu ma tête 500 fois, je sais comment elle est, je connais ses défauts, bah, je vais faire avec et tant pis quoi. Tant que les gens s'amusent pas à venir te faire caca dessus en disant que t'es Ben trop. oui. Enfin, tu vois, il y a encore quelques jours, il y a une,
une autre créatrice de contenu, Ella Love Sport Game, qui a posté un mec qui l'a traité en gros de débile et de mocheté, tu vois, comme ça gratuitement, en disant pourquoi est-ce que j'ai une vidéo de cette débile qui qui pop dans mon fil d'actu, en plus elle est moche, elle vaut pas un 4 sur 10, un truc horrible quoi, et tu fais Oh my god, mais genre, mais t'es qui pour genre me critiquer sur mon physique, genre? Ah oui, c'est ça. Et en plus, le mec, il mettait son nom publiquement et tout, tu vois. Il a une chaîne où il fait de la peinture de mini et tu fais. Et en fait, t'es même pas gêné en plus de faire ça avec le nom de ta chaîne et tout. Sérieusement, mais t'es qui? D'où tu viens? Pourquoi tu fais ça? Et la grande question, c'est quelle est la tristesse et le vide dans ta vie pour que ton seul plaisir de la journée, ce soit d'aller insulter des gens que tu connais pas sur les réseaux sociaux? C'est archi déprimant en fait. Effectivement. Puis des fois, bon, je le nomme ainsi, mais des fois, ça aide de passer au travers des commentaires. Bon, là, c'est mon petit côté psy qui ressort, mais c'est de comprendre que souvent, les gens qui vont critiquer, justement, surtout des commentaires comme ça sont basés sur rien, là, comme tu le dis, c'est des gens qui vont chercher l'attention et qui vont chercher une forme de valorisation très malsaine à travers la critique des autres. Et de comprendre ça, des fois, ça arrive à aider à se détacher. Tu sais, de dire, ben, cette personne-là, elle souffre à sa manière. Elle essaie de gérer ses émotions de manière très maladroite et malsaine, mais c'est pas moi le problème là-dedans. C'est pas moi qui est moche, là. C'est cette personne-là qui décide à ce moment-là, puis que sûrement le commentaire aurait pu être fait sur n'importe qui d'autre, mais ça s'est adonné à ce moment-là que la vidéo a popé dans son fil d'actu. Oui, c'est ça, je cherchais le mot, son fil d'actualité, puis on a été la victime à ce moment-là. Mais tu sais, de comprendre que il y a aucune valeur à ce commentaire-là. Non, c'est clair qu'il n'y en a pas, mais la deuxième étape, c'est de se dire où mettre la limite entre se dire, bah, en fait, c'est juste un pauvre mec qui travaille dans sa peau et qui a ressenti le besoin de mettre son petit étron sur Internet pour se sentir mieux, et te dire, en fait, il risque d'avoir des potes qui vont liker ce truc, leur partager, etc. Et là, on passe dans la campagne de harcèlement, tu vois. Parce que j'ai une copine, elle est humoriste et un peu connue en Belgique et tout ça. Elle s'est pris une cyberattaque sur son compte Insta il y a pas quelques jours. Et donc, du coup, elle a mis pas mal de stories où elle s'énervait, elle pleurait et tout. Elle était vraiment pas bien, tu vois, parce qu'elle a senti que c'était une attaque personnelle et elle savait pas d'où ça venait ni pourquoi. Puis elle a fini par identifier les personnes qui ont fait une espèce de montage complètement débile sur Twitter en leur faisant passer elle pour une hystérique, en disant, ouais, elle s'invente une vie et machin et tout. Et au début, moi, j'avais une espèce de fascination malsaine, tu vois, j'allais lire les commentaires de ces gens en disant, mais j'ai besoin de comprendre ce qui les pousse à être aussi agressifs, méchants et mauvais. Et puis alors, j'ai scrollé comme ça pendant 20 minutes. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Bloc, 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 bloc. Ils sont cons à mourir, ils sont tristes à périr, ils sont probablement extrêmement malheureux et frustrés dans leur vie. Ça n'a aucun intérêt que je perde encore mon temps à aller lire des trucs pareils, surtout s'ils attaquent une amie à moi que j'apprécie, j'aime son travail et tout ça. Donc, au bout d'un moment, ce sont des monsieur et madame tout le monde qui ont rien d'autre à faire que ça, s'en prendre à des personnalités publiques sur Internet. Et je pense qu'effectivement, c'est difficile de trouver la limite entre il faut mettre des actions claires, tu vois, genre 6, etc. contre le harcèlement, et aussi de se dire, il y a des idiots, c'est vraiment l'imbécile du village, bloque-le, ça vaut même pas la peine de continuer. Il y en avait un comme ça qui, plusieurs fois, m'a mis des commentaires hyper désobligeants sous des vidéos, et je voulais pas le bloquer parce que ça lui aurait, entre guillemets, donné raison. Au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça? Il a qu'à penser qu'il a raison, bloquer, casse-toi, c'est bon, et je respire mieux, en fait. Oui, c'est ça. Oui, puis au final, des fois, c'est de comparer aussi dans la vie de tous les jours, en dehors d'Internet. Si on marchait dans la rue puis quelqu'un nous suivait en disant hey, beau cul, hein, ouais, genre, et voilà, d'autres choses. Ben oui, peut-être qu'on l'ignorerait, on essaye, mais à un moment donné, ça devient gossant, ça devient énervant, puis on se retournerait, puis on ferait de quoi, là? On réagirait. Ou on irait chercher quelqu'un pour nous aider à réagir. Non, c'est vrai. Donc, c'est un peu la même chose aussi, parce que ça peut être très nuisible pour le bien-être mental de tolérer puis d'accumuler aussi cette négativité-là et cette méchanceté-là super gratuite, là. Oui, mais c'est en fait le moment où tu te rends compte qu'il y a
aucune manière de te protéger de ça dans des sociétés qui valident ce type de comportement. Typiquement, Mm. les sociétés européennes, c'est très 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 fort. Tu vas à Paris ou à Bruxelles, tu te fais constamment siffler dans la rue, interpeller, des mecs t'insultent, etc. À Amsterdam ou à Londres, tu peux t'habiller euh, comme si tu étais sur la plage et les gens t'emmerdent jamais, personne te dit jamais rien. Donc tu vois, mais tu vis dans la société belge de Bruxelles et tu sais comment ça se passe, eh ben, tu dois trouver des moyens de te protéger. Donc, par exemple, je mets mon casque avec ma musique et j'entends plus jamais. Et je me sens beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que j'ai changé quoi que ce soit dans la société, malheureusement, mais je suis pas un héros, je peux pas faire ça. Même chose pour les gens sur Internet. Je peux pas perdre mon temps à mener une croisade pour leur montrer à quel point ils sont malfaisants. La seule chose que je peux faire, c'est les bloquer et continuer mon chemin, continuer à faire les choses que j'aime en m'épargnant le plus possible l'agressivité et la négativité des commentaires, que ce soit sur mon physique, sur mon travail, sur ma façon de parler, sur mes expressions, sur mes tenues, sur, enfin, tu vois, tous ces trucs Ouais, n'ont absolument rien à voir avec le contenu que je produis. exactement. Donc, de se protéger, puis je pense un autre élément qui ressort beaucoup, c'est de s'entraider aussi, de se soutenir, un peu comme tu as vécu avec d'autres créatrices de contenu qui t'ont partagé leur expérience. Tu sais, c'est d'arriver à se valider aussi là-dedans, se soutenir. Tu sais, que c'est correct de bloquer. C'est correct à un moment donné de bannir quelqu'un. C'est correct d'en parler. C'est correct si on veut s'habiller avec une robe, de mettre sa robe. Mais c'est ça, c'est de voir aussi, d'aller chercher le positif, puis des gens qui valorisent et valident ça, parce que au final, pourquoi on pourrait pas porter une robe là, sur, sur Instagram ou il y a beaucoup pire, là. Donc pire qu'une robe. L'important ici, c'est de faire ce qu'on aime et d'essayer quand même, tu sais, de se protéger d'une certaine manière. Je sais que c'est plate à dire que ça soit les femmes qui doivent se protéger, mais bon, encore aujourd'hui, il y a pas tout le monde qui ont compris que c'était pas bien de critiquer ouvertement les gens de manière méchante et gratuite. Donc, bon, je sais pas si les gens concernés vont nécessairement écouter cette vidéo. Je ne pense pas, malheureusement. Je pense pas non plus. Mais par contre, je pense que Ouais. les gens qui pourraient écouter ça, euh, je suis pas une donneuse de conseils, mais il y a un truc qui me semble important à partager parce que ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses et euh, me réaliser beaucoup plus sereinement par rapport à ma création, c'est même si tu es un blogueur, même si tu as une audience incroyable, même si tu gagnes de la thune grâce à ce que tu fais, ou même si les gens te suivent pour ce que tu fais, tu ne leur dois rien. Tu n'es pas à la disposition des gens. Tu te dois à toi-même de te respecter, de t'aimer, de t'arrêter quand tu n'y arrives pas, de faire un break quand ça devient trop de pression ou trop méchant ou trop agressif. Mais si quelqu'un te dit, par exemple, si moi demain j'ai envie de faire une photo en lingerie pour célébrer mon corps de femme, Mm. il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un pecno qui vienne me dire oui, c'est pour voir des meufs en lingerie, je vais suivre des comptes de lingerie. Vas-y, Jean-Michel, casse-toi, ça me dérange pas parce que mon compte, ma façon de faire, mes créations, mon plaisir à moi, parce que c'est aussi une galerie pour moi, me souvenir dans quelques années des moments de ma vie que j'ai traversés, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai voulu faire, à quoi je ressemblais, etc. Enfin, tu vois, donc Oui, tout c'est à pas, fait. je ne suis pas la propriété des gens qui me suivent. Et ils me suivront tant qu'ils aimeront ce que je fais. Et quand ils aimeront plus, bah, ils partiront et c'est pas grave. Et je vais pas changer pour eux. Je ferai toujours ce que moi j'aime faire, en fait. Je pense que c'est un très, très beau message que tu communiques, effectivement. C'est ça, j'ai l'impression que c'est la pire crainte ou un dommage qui peut arriver, c'est de perdre son identité par rapport aux auditeurs ou aux gens qui nous suivent. De commencer à trop essayer de plaire et vouloir se conformer à ce que les gens s'attendent de nous. Et à Oui, travers ça, au final, on devient plus, je le mets tout à l'heure, une créatrice ou une enseignante. On devient comme une espèce de modèle modulable. Et c'est ça. malheureusement, tu sais, il y en a, c'est correct, mais ce qui fait l'originalité, la beauté, c'est d'être dans la création, justement, de contenu et l'originalité. Puis cette originalité-là, elle part de soi et non des autres. C'est ça. Pas, de pas un jour te réveiller et te dire je suis devenu le produit de ce que ma communauté attendait de moi, en fait. Je suis plus qu'une chose. Non, Mm. et
Parfois, Alex me dit, tu crois pas que les gens, ça va les emmerder que tu mettes des photos dans ta story avec tes vêtements ou les endroits que tu visites? Je dis, bah, s'ils aiment pas, ils se casseront, tant pis. Enfin, c'est mes stories, quoi. Je mets ce que j'ai eu envie de mettre. Si j'ai envie de mettre toutes les photos de tous les châteaux que j'ai vus en France ces 10 derniers jours, ben, je le ferai et c'est tout. Exactement, c'est ça. Parce que, pour juste conclure sur ça, ben, tu l'as bien nommé, tu partages ce qui te passionne. Et si ce qui te passionne, ben, en ce moment, c'est les châteaux, ben, et voilà, tu as tout à fait le droit de partager les photos de châteaux, c'est parfait, là. Puis sûrement, ouais, puis sûrement que ça va aller chercher des gens aussi, puis les gens vont faire comme: «Ah oui, ça me rappelle la fois où j'ai voyagé» ou «Ah oui, j'ai découvert tel jeu de société qui ressemble à ça», qui donc au final, c'est de créer des opportunités de partager des passions puis de rejoindre les gens. Exactement, enfin, pour moi, c'est ça le plus important, c'est pas de dire, je fais pas un magazine spécialisé qui parle que de jeux de plateau. Je partage des choses que j'aime bien et les gens qui viennent me voir ou qui suivent le font Mmh. parce qu'ils s'attendent à trouver des choses multiples et diverses avec plein de points de vue et parfois des choses qui les intéressent, parfois des choses qui les intéressent moins et ils se diront: «Ah tiens, elle a fait une vidéo sur les jeux d'ambiance, j'aime pas les jeux d'ambiance, bah, je vais pas trop regarder ou alors je vais regarder en diagonale comme ça, bah, je pourrais les offrir à des amis qui aiment bien», tu vois? Et Mmh. on n'a pas un contrat de fidélité, ils doivent pas regarder tout ce que je fais et moi, je dois pas m'obliger à faire que des trucs qu'ils aiment bien et comme ça, bah, on est tous heureux, en fait et ils peuvent aller voir plein d'autres youtubeurs et moi, je peux parler à plein de publics différents et je pense que c'est les relations les plus saines, en fait, en termes de créateurs et Oui, c'est ça. Je suis amplement d'accord avec toi. C'est un peu l'objectif, là. On tend à constamment aller vers cet équilibre-là et cet objectif-là. Euh, c'est très intéressant de discuter avec toi. Je vois qu'on parle de plein de sujets, puis c'est très passionnant. Euh, de ton côté, autant justement, tu sais, là, on a parlé des expériences un peu négatives, on a parlé quand même des expériences positives. Euh, Justement, qu'est-ce que tu nommerais qui est l'expérience ou la chose la plus positive que tu retiens de ce rôle-là un peu de créatrice de contenu? je pense que c'est les opportunités parce que moi je suis quelqu'un qui supporte pas la monotonie et la lassitude. Comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'avoir régulièrement du renouveau. Je change très souvent de job. Quand j'étais ado, je changeais d'école chaque année. Donc j'ai besoin d'avoir toujours de la stimulation et j'en ai depuis que je fais ce blog. J'ai eu l'occasion de faire des chroniques à la télévision, à la radio, des conférences et des trucs comme ça, tu vois. Donc j'ai même participé au développement d'un jeu de société. Donc, du coup, tu vois, j'ai vraiment pu toucher à plein de choses et éliminer les choses que j'aimais pas. Je supporte pas le milieu de la télé, je trouve que c'est un milieu hypocrite, faux et détestable. Donc c'est cool d'avoir des chroniques de temps en temps parce que ça me permet de m'adresser à un plus grand nombre parce que j'ai rien contre les gens qui regardent la télé, mais par contre le fonctionnement interne de la télévision m'écoeure au plus haut point. Donc jamais pour moi, j'essaierai jamais d'être journaliste, mais je suis contente d'avoir essayé. Mmh. Ou alors, à contrario, je me suis rendu compte que j'adorais l'exercice d'interview ou de discussion libre, tu vois, comme on peut avoir maintenant ou comme j'ai eu avec Yannick dans le jeu Autrement, etc. Parce que ça me permet, en parlant de moi, de parler surtout d'idées qui me sont chères et de principes qui me semblent être pour le plus grand bien de tout le monde, en fait. Tu vois, de pas nuire aux gens et de dire, bah, comment est-ce qu'on peut survivre dans un environnement Internet qui est hostile. Tu vois, donc, l'occasion d'avoir une voix, ça, c'est hyper important. Et je crois que globalement, ça m'a permis aussi de devenir plus adulte, responsable en tout cas. De me Mmh. dire que je ne dois rien aux gens qui me suivent et ils ne doivent rien non plus. Mais par contre, je peux quand même me forcer à avoir une régularité, poster une photo par semaine, une vidéo par semaine, créer des choses de plus en plus qualitatives, faire de la recherche, etc. Donc ça me force à avoir une approche du travail qui est plus adulte, plus systématique, plus Mmh. intelligente et surtout bah, d'apprendre à m'exprimer, un truc que j'aurais été incapable de faire il y a 7 8 ans d'ici. Eh ben, je fais des chroniques à la télévision pour une audience de 40 000 personnes. Je suis capable Oh! de Mais ça. quand même! Ouais, je le referai plus parce que je déteste, mais je l'ai fait pendant 1 an. C'est ça, tu l'as fait. Ah OK, puis pas une fois là, pendant 1 an quand même. Donc tu peux le cocher dans ta to-do list, de vie. Oui, clairement. Puis, peut-être pour finaliser un peu,
De ton côté, justement, là, tu nommes que tu aimes la diversité, essayer des nouvelles choses. Tu en as fait déjà beaucoup. Je pense que même des créateurs de contenu aussi jeunes, je vais le nommer comme ça parce que ça fait 3-4 ans que Girl.game existe. C'est quoi tes projets futurs, disons, pour autant au niveau professionnel que créatrice de contenu? Dans un côté professionnel, j'aimerais que mes créations puissent commencer à vraiment m'apporter suffisamment d'argent, en tout cas pour passer en partiel au travail. Je pense que cette année, ça va être possible. Ça n'était pas jusque maintenant parce que c'était trop anecdotique. Mais là, j'ai l'intention de faire un truc que j'ai jamais fait, c'est moi aller chercher les éditeurs en disant j'ai une grille tarifaire, si vous voulez commander une vidéo, je peux le faire pour vous. Avec mon ton, mes conditions, etc. Donc voilà, tu vois, sans prostituer ce que je fais, ce que je suis, mais en disant c'est possible, si vous aimez ce que je fais, c'est possible qu'on s'arrange. Donc je pourrais pas faire ça tout le temps, mais je peux plus non plus travailler en boutique 5 jours semaine, rentrer chez moi à 21h tous les jours et, euh, et me dire que, bah, surtout avec le futur qui arrive, je vais avoir un bébé, j'ai envie de voir grandir mon enfant, j'ai pas envie d'être loin de lui, j'ai pas envie que le samedi j'existe pas parce que je suis en train de vendre des gens en magasin, tu vois. Je trouvais un moyen de faire en sorte d'avoir un équilibre qui soit à la fois familial et professionnel, parce que je me dis, j'ai de la chance, Alex, c'est un super papa, il a déjà des enfants, il est méga investi, et donc je lui fais totale confiance pour ça, mais c'est moi j'ai envie de pouvoir passer du temps avec mon enfant, et sans sacrifier à ça le plaisir que je peux avoir de créer du contenu sur Instagram ou sur YouTube, qui est aussi une des pierres fondatrices de ma personnalité, et juste une autre fondation qui va arriver et qui me semble un pilier tout aussi important que le reste, et même plus dans un premier temps, parce que ce sera un bébé, donc il aura que besoin de sa maman et son papa, et c'est tout, tu vois. Mais je voudrais... euh, mon rêve, c'est vraiment de trouver un équilibre où je passe pas trop de temps en boutique, je passe pas trop de temps à être que une mère, je passe pas trop de temps à être que sur Insta, parce qu'un jour aussi, je me réveillerai, j'aurai 45 ans. Qu'est-ce qu'ils font, les youtubeurs de 45 ans? Je sais pas, moi, j'ai aucune idée, tu vois, la perspective est très floue, c'est vraiment une drôle de question pour l'instant. OK. Donc c'est vrai, c'est intéressant avec l'arrivée du bébé qui approche. Il y a, j'en comprends, un changement aussi d'organisation ou de projet, tu sais, de dire, OK, comment je replanifie un peu les choses. Parce que tu l'as nommé d'une certaine manière, mais tu sais, il y a un nombre limité de temps et d'heures par journée. Et oui, malheureusement. Donc, il faut arriver à voir c'est quoi les priorités, mais aussi comment investir ce peu de temps et d'énergie qu'on a pour l'investir dans quelque chose qui réellement nous rapporte, pas juste financièrement, mais émotionnellement aussi, là. Et là, ça engendre une certaine réorganisation des priorités de la vie. Exactement. OK. Donc, ben, c'est sûr que je te souhaite bonne chance dans ce projet-là. C'est d'arriver à moins travailler en boutique, à plus investir avec des collaborateurs, des éditeurs, pour justement avoir un revenu qui va te permettre de comme pas trop stresser financièrement, mais aussi de faire ce que tu aimes. Exactement. C'est vraiment ça, toute une question d'équilibre à trouver. C'est ça. On lance un appel aux éditeurs. S'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez... Attends, tu vas être par là, je pense. Ou par là. Je suis plus sûre. Par là. Donc, oups. Est-ce que tu m'entends toujours? Allô? Oui, ça a frisé d'un coup. OK, c'est ça, ça l'a figé un petit peu. Mais je vais juste vérifier. Si tu parles... Tu m'entends? Oui, OK, parfait. Bon, c'est correct. Je vais faire une petite coupure, c'est correct. Donc, ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu aimerais dire, quelque chose que j'ai oublié d'aborder, que tu dis, il faut absolument que je le dise? Non, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Et je suis très contente parce que je sais pas si les gens vont vraiment regarder cette interview jusqu'au bout parce qu'ils vont probablement avoir l'impression que je suis une personne très énervée, mais c'est parce que j'ai une personnalité. J'ai regardé le film Vice Versa il y a pas longtemps, Inside Out. Oui. Une phrase qui disait qui est très juste, c'est que la colère est importante parce qu'elle permet de réparer les injustices. Et moi, mon moteur principal, c'est la colère. Je suis tout le temps en colère contre tout parce que justement, je vois beaucoup trop et je ressens beaucoup trop les choses. Donc, tu vois, ça fait partie de tout un truc
création, hypersensibilité, colère, etc. Mais Ouais. en fait, je suis quand même une personne avec qui on peut discuter. Je suis quand même quelqu'un qui suis ouverte au débat et j'ai envie d'apprendre plus sur les gens. Je suis pas fermée sur mes positions, mais je pense effectivement que ben, quand on est une fille dans un monde où on s'expose, et d'autant plus si c'est un milieu qui est typiquement masculin, comme peut l'être sur certains aspects de jeux de société, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est d'autant plus difficile de garder un ton poli, professoral, calme, toujours pédagogique. Non, parfois, les émotions montent à un point que tu n'as plus qu'une seule manière de l'exprimer, c'est en tapant du poing sur la table. Ça va, je trouve que j'étais plutôt raisonnable aujourd'hui. Ah ben tout à fait, non, tu nommais au niveau de ta communication, ben tu as un ton très posé, ça a été vraiment plaisant de discuter durant tout ce temps-là avec toi. J'ai pas trouvé que c'était désagréable. Puis je pense que tu nommes quelque chose d'important et le film Vice Versa, Inside Out est un de mes films préférés. Mais justement, tu sais, la colère, c'est souvent perçu comme une émotion négative. Mais au final, la colère est une émotion qui nous donne de l'énergie. Tu sais, quand on est en colère, on a les muscles qui se crispent, voyons, on a les muscles qui se scriptent. Il y a de la force, il y a de l'énergie. Et là, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là. Oui. On peut la servir pour engueuler quelqu'un ou on peut s'en servir pour mettre ses limites et s'affirmer. Non, je suis pas en accord avec ça. Et c'est là, justement. Fait que si tu le nommes très, très bien, si tu ressens de la colère, ben, c'est tout à fait positif. C'est une émotion positive. Maintenant, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec la colère pour s'exprimer, puis pour parfois, il faut mettre ses limites, là. Il faut dire comme ben non, ce que tu es en train de me dire, je ne l'accepte pas, c'est inacceptable et je te bloque, par exemple. Exactement, c'est aussi une manifestation de colère, c'est savoir se protéger. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour ton temps, pour tes questions pertinentes et pour ton écoute. C'est très, très chouette. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. Oui, c'était vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé apprendre à plus te connaître parce qu'effectivement, c'est les vidéos YouTube ou les comptes Instagram, on voit un côté, mais on connaît pas tout le background derrière. Donc, c'est vraiment plaisant d'apprendre à te connaître, de pouvoir partager sur la création de jeux de société, sur girls.game, sur ton profil personnel et professionnel. C'était très intéressant. Euh, Merci encore d'avoir trouvé le temps et l'énergie. Et pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a fait soit réfléchir ou ça vous a passionné ou ça vous a fait réfléchir à certaines choses. Si jamais vous voulez partager des commentaires avec nous, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur la page Facebook, le compte YouTube ou Instagram de Tia, donc girls.games, que je vais mettre bien sûr dans les commentaires. Ou pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy et à la page Facebook également de Ludipsy. Donc, en fait, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye! Bye!